c'est ça? Parce que je fais attention des fois, parce que l'autre fois j'ai dit à quelqu'un qui était sociologue, il m'a dit qu'il était politiste. Donc j'ai dit, bon, non, je blague, j'essaie de... Donc, voilà, Marie-Hélène Baquet, parce que justement, avec Mohamed Mechmech, voilà, vous avez produit, il y a 10 ans maintenant, c'est ça, hein, un rapport très très important dans lequel il y a beaucoup de propositions, parce que souvent, on va y revenir, je pense qu'on va revenir un petit peu là-dessus, voilà, parce que quand même, quand on dit qu'il n'y a pas de propositions, qu'il n'y a pas d'idées, qu'il n'y a pas de militants, qu'il n'y a pas voilà, qu'il n'y a pas de politique en gros dans les quartiers, bon, d'un certain point de vue, vous avez fait la démonstration contraire. Et Mohamed Mechmech, donc, qui est fondateur d'Assez le Feu à Clichy-sous-Bois, alors voilà, tout le monde connaît l'événement politique très très important en novembre 2005 qui a surgi sur l'ensemble du territoire à partir de Clichy-sous-Bois suite au décès de Ziad Ebouna. Je dis l'événement très, très important parce que c'est vraiment quand même dans les étapes qu'on pourrait avoir de ce qui s'est passé dans ce pays depuis 40 ans. Je pense que là, il y avait vraiment un moment super... Ah, t'es arrivé, ta gueule. Parce que tu m'as dit que tu étais en retard. Excusez-moi. Non, comme tu m'as dit que tu étais en retard, j'ai dit, bon, il va... Et voilà, donc voilà, c'était un événement important. Et voilà, un événement politique, une révolte sans précédent pendant 3 semaines dans 300 quartiers de France. Et donc Mohamed avait fondé à Clichy-sous-Bois, au titre du au premier rang duquel il était, le collectif Assez le Feu. Puis en plus, il s'est engagé ensuite et voilà, il est à l'initiative avec plein d'autres ici du collectif de la coordination nationale Passe en nous. Vous nous en direz un mot. Je te laisse dire un mot. Non, mais c'est bizarre, c'est pas grave. Non, parce que là, on a présenté le plateau et puis je vous parlerai de la programmation après, c'est mieux. À la fin du débat, ouais. Non, mais comme je pensais que tu étais coincé avec les machines, mais tu as fait vite quand même. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, je vais justement démarrer par toi, Mohamed, et te donner le micro. Donc, ce que je vous propose, c'est que voilà, on va avoir des points de vue et des interventions de nos invités, et ensuite, on viendra, voilà, ensuite ou pendant les discussions, on viendra bien sûr vers vous pour avoir un échange. Mais justement, peut-être, bon, les 10 ans de Passe en nous, je voudrais bien que tu redises. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans la coordination Passe en nous, qui sont dans la salle, mais pas tout le monde. Et je pense que c'est important que tu redises ce que c'est Passe en nous et que tu redises aussi ce que j'ai évoqué rapidement depuis 2005 et les initiatives politiques dans lesquelles tu t'es engagé. Ok, ben on va partir du début de 2005 plutôt. Comme tu veux. Ouais. Pour rappeler un peu l'historique. Donc voilà, moi je suis issu d'un quartier qui d'ailleurs a fait parler de ce quartier par un film qui s'appelle Les Misérables, si vous avez pu voir, de Ladjili. Voilà, avec qui c'est un môme qui a grandi. Moi je suis éducateur de rue et c'était un môme que je suivais dans son parcours et dans ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Et ça permet aussi de se dire que eh ben, on n'est pas tous voués à l'échec comme certains voudraient nous laisser croire. Voilà. Et donc, c'est aussi rempli de talent. Donc, moi, en tant qu'éducateur à l'époque, il y a eu la mort de Ziad Ebouna, paix en leur âme. Juste pour vous rappeler que demain, le 27 octobre, c'est la mort de Ziad Ebouna, et ça fera 19 ans qu'ils sont partis. Donc, demain, je rappellerai à tous ceux qui seront présents au débat de demain matin qu'on fera une petite minute de silence, parce que malheureusement, chaque année, on a la commémoration. Cette année, on n'y sera pas. On y sera avec le cœur. Et on a envie de lui rendre hommage et de leur rendre hommage d'ici de Toulouse, quoi. Donc, ce n'est pas un événement qui, clairement, n'est rien. Bien au contraire. C'est ce qui a fait en sorte qu'en 2005, après les révoltes sociales, parce que c'est comme ça que nous, on les a décrits, le collectif Assez le Feu est né. Né pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, on était dans une période électorale où la mort de 2 enfants, qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on disait long en fait sur les conditions sociales des habitants et de l'injustice que ces habitants vivaient. Et ce qu'ils demandaient eux, c'est qu'on les arrête de les traiter comme une exception
et qu'on puisse les traiter simplement dans du droit commun. Et on voulait absolument casser un petit peu les images qu'on a pu voir à la télé, où on essayait de montrer à une catégorie de population qui était très éloignée de ces quartiers ce qui venait de se passer. Souvenez-vous, ça fait les chaînes mondiales, où on expliquait même à des ressortissants qui vivaient qu'il fallait rentrer parce que c'était la guerre civile. On a essayé d'instrumentaliser par le biais du politique et en essayant de trouver le réservoir de coupables, c'est-à-dire qu'en fait, pas une seule fois ils se sont remis en question des politiques publiques qui ont été menées depuis ces 30 ans dans ces quartiers. Ils préféraient dire qu'ils y étaient pour rien, que si on en est arrivé là, c'est à cause de ces habitants qui vivent là. Et donc l'objectif, c'était à un moment ou l'autre de venir déconstruire un peu ce message politique où clairement ils utilisaient un mot qui était émeute. Et si vous allez regarder dans le dictionnaire, le mot émeute n'a pas la même signification que révolte sociale. Et nous, on était simplement en train de décrire l'inverse de ce qu'ils racontaient pour leur dire que non, détrompez-vous, c'était bien une révolte sociale, que derrière, il y avait la question de la justice sociale et qu'on ne se laissera surtout pas manipuler ou instrumentaliser sur ces aspects-là. Et notamment, on avait à l'époque un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Sarkozy, qui voulait surfer un peu sur ces questions-là de sécurité, et on y est encore, 20 ans pratiquement après, c'est toujours les mêmes sujets, et on se retrouve sur ces questions-là. Donc le collectif Assez le Feu, il s'est créé. Peut-être pour préciser, hein, tu vas continuer, pour rappeler quand même l'importance de ce moment-là, puisque donc tu es parti de Clichy, il y a 20 ans, enfin presque 20 ans, à Toulouse d'ailleurs, de la même manière que dans près de 300 villes en France, et pendant 3 semaines, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de révolte, parce qu'il y a eu vraiment un soulèvement très très important dans tous les quartiers de France, quoi, finalement. Et voilà, avec effectivement, parfois des aspects un peu violents, mais très très peu, quasiment pas, d'attaques aux personnes que des attaques aux biens. On était vraiment dans une manifestation de colère sociale. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'est né le collectif Assez le Feu. Ensuite, ça nous a permis simplement d'aller à la rencontre des autres, là où ils étaient, et de laisser parler un petit peu les habitants et de démontrer par la preuve factuelle qu'en fait, tout ce que certains essaient de nous faire comprendre que c'était l'insécurité qui était arrivée en priorité, les gens qui ont été concernés, eux, parlaient d'autre chose. Et on est arrivé à ce que en fait, l'insécurité arrivait qu'en 11e position, et ce qui arrivait en priorité, c'était justement la question de la précarité du logement et ainsi de suite, quoi. Le quotidien que certains parmi nous connaissent. Et de là, à travers nos cahiers de doléances, à travers le travail qu'on a fait, et ainsi de suite, est arrivée la rencontre avec Marie-Hélène Baquet. Quand la gauche arrive au pouvoir, il y a une séance interministérielle qui se passe à Roubaix, où je suis invité parmi des invités, et en fait, il lance à ce moment-là des travaux, et il crée 3 commissions, et moi je les interpelle en disant mais en fait vous continuez à faire comme si rien n'était, quoi. C'est-à-dire que vous voulez faire sans les gens, quoi. Vous voulez penser à la place des gens, et vous voulez en fait que les gens qui vivent les situations, vous les entendez pas. Et du coup, ça les a interpellés, et à l'époque François Lamy, qui était ministre de la ville, décide de lancer une commission, enfin nous confie une commission avec Marie-Hélène Baquet, qui est ce fameux rapport Baquet-Meshmach pour une réforme radicale de la politique de la ville. Et parmi ces 30 propositions qu'il y avait dans ce rapport, une émanée, c'était de se dire qu'on crée une sorte de plateforme de savoir, d'échange, de simplement se dire qu'on n'est pas seul dans nos combats et qu'on est beaucoup à les vivre, et que si on arrive à se rassembler, on peut devenir une forme de syndicat des quartiers, et que c'est pas possible qu'on continue à parler à notre place sans vivre nos situations. Et c'est ce qui a fait la création de Passons-nous, qui aujourd'hui a 10 ans et qui, j'espère, aura une longue vie. Voilà. Merci Mohamed. Alors, peut-être pour enchaîner, j'allais dire, voilà, pour continuer relativement logiquement avec Marie-Hélène sur les travaux que vous avez conduits ensemble, en fait, parce que tu l'as évoqué rapidement et on y reviendra, Mohamed, mais il y avait cette question de ce qui est dans le mot ce qui est finalement dans le mot participer, quoi. C'est de prendre part, quoi. C'est d'être d'être partie prenante, quoi. Et donc vous vous êtes engagé, vous êtes particulier. Alors le rapport, tu vas en dire un mot, ne se limite pas à la question de la participation. Il y a plein de mesures qui sont réellement des propositions
pour une démocratisation de la politique de la ville, et d'ailleurs plus largement, je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Et peut-être tu peux nous dire un petit peu voilà, le travail que vous avez fait à ce moment-là. Oui, ben, quand on s'est rencontré avec Mohamed, on s'est dit que c'était un travail qu'on nous demandait sur la participation, mais qu'on ne pouvait pas parler de participation si en même temps on ne parlait pas de la situation des habitants dans les quartiers populaires, parce qu'autrement la participation c'est un truc vague et c'est souvent un alibi. Et donc on s'est dit qu'il fallait d'abord qu'on construise ensemble un diagnostic et puis qu'on le construise surtout collectivement et qu'on mette en acte la participation qu'on préconisait et qu'on la mette en acte dans la construction du rapport. Et je crois que ça, c'est vraiment important parce qu'on a construit une commission, alors c'est classique, il y a une mission, voilà, on fait une commission, mais nous, ce qui était un peu particulier, c'est que dans cette commission, il y avait essentiellement des responsables associatifs, des militants des quartiers populaires, qu'on avait refusé que l'administration centrale soit dans cette commission. Et puis surtout, on a fait un tour de France où on a rencontré voilà, beaucoup de collectifs, beaucoup d'associations. On est venu à Toulouse, on t'a rencontré, ça là. Voilà, et puis surtout, après ce tour de France, on a décidé de faire une conférence de citoyens où on a réuni 120 personnes et on a mis sur la table les propositions voilà, qu'on préconisait et on les a travaillées ensemble. Et tout à l'heure, quelqu'un me demandait mais pourquoi est-ce que ce rapport a eu autant de poids? Et ben, je pense que c'est parce qu'il a été construit collectivement et c'est pas le rapport de Mohamed et Marie-Hélène, mais c'est un rapport qui reprenait plein de propositions. Bon, je vois Tara qui est là, par exemple. On a travaillé sur toute la question des violences policières, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas inventées. Et ça a été finalement l'écriture, la mise en musique de l'ensemble de ces propositions. Et sur le fond de ce qu'on défendait, c'est que, effectivement, tu l'as dit, les quartiers populaires sont très loin d'être des déserts politiques. On montrait bien que dans les quartiers populaires, il y avait plein d'initiatives et qu'en particulier, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient portées par des petits collectifs qui étaient très souvent écrasés par des formes de clientélisme local. Donc on montrait voilà, qu'il y avait cette dynamique et une des dimensions sur lesquelles on insistait, c'était la question du pouvoir et la question du pouvoir d'agir. En disant la participation, ce n'est pas une participation qui est décrétée d'en haut, c'est une participation qui se construit d'en bas, qui se construit avec les citoyens à partir de leurs initiatives. Et donc l'enjeu, c'est que les citoyens puissent prendre le pouvoir. Donc on ne va pas leur donner le pouvoir, mais il faut leur donner les possibilités pour qu'ils puissent exercer et prendre ce pouvoir. Et donc toute une partie des propositions tourne autour de ça. Quand par exemple on dit qu'il faut mettre les services publics au service des citoyens et que les citoyens doivent jouer un rôle dans les services publics, c'est une des dimensions importantes. Quand on dit qu'il faut que la participation soit organisée à partir des citoyens et qu'on demandait la création d'un fonds pour une démocratie d'initiative qui finance les initiatives des citoyens de façon à ce qu'elles puissent rester indépendantes et autonomes des pouvoirs politiques, on est dans la même logique. Ben justement, peut-être juste, Mohamed, est-ce que tu peux nous évoquer, je ne sais pas, 2, 3, enfin, ou 1 ou 2, comme tu veux, des propositions phares qu'il y avait dans le rapport, enfin, des trucs que toi tu retiens comme étant tout était important, mais pour qu'on comprenne bien ce que vous avez voulu faire. Alors, une des démarches qu'on voulait nous remettre, c'était remettre au cœur des politiques publiques le citoyen. C'est-à-dire, ce que disait un peu Marie-Hélène, on était partis, nous, plutôt du postulat de remettre la question par le biais de démocratie participative des tables de quartier, en expliquant qu'en gros, il y avait une défiance vis-à-vis des habitants face à l'institution et qu'il ne fallait pas qu'ils s'étonnent qu'aujourd'hui, quand ils organisaient des temps d'échange, plus personne ne venait à leurs réunions parce qu'ils savaient très bien que c'était constamment la même chose. On vient, on a des choses à dire, on vous les dit, mais en fait, ça ne sert à rien parce que vous n'en tenez pas compte. Et la question de la table de quartier, c'était la possibilité, un concept qui venait un peu du Canada, dont Marie-Hélène m'avait beaucoup parlé, en se disant pourquoi pas, et voilà. Donc ça faisait une des parties des propositions. Une deuxième qui me paraît aujourd'hui importante et nécessaire, et on continue à se battre là-dessus, c'est le fonds d'initiative citoyenne. Ce fonds d'initiative citoyenne, ça permet tout simplement de remettre des moyens aux habitants, d'avoir aussi les moyens financiers, humains, de l'ingénierie,
de pouvoir, à un moment ou à un autre, s'organiser quand on n'est pas d'accord avec des projets. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, on a beaucoup parlé de l'ANRU. On sait que c'est un sujet qui est important dans différents quartiers. Aujourd'hui, il y a toute une armada juridique pour ceux qui viennent nous expliquer que ça va être mieux pour nous. Et nous, on n'a rien pour pouvoir se défendre, si ce n'est que nos mobilisations. Eh bien, si demain on aurait inventé ce fonds d'initiative citoyenne, on aurait été puisé dans ce fonds. Ça aurait permis simplement d'avoir un apport au niveau de l'ingénierie, d'avoir la possibilité d'apporter des architectes qui vont venir avec un contre-projet et dire eh ben nous, si vous voulez notre bien, c'est ce projet qu'on veut et on veut le défendre. Et ce fonds d'initiative citoyenne, on disait que c'était pour le créer, c'était pas compliqué. Il existe de l'argent. Et cet argent, c'est pas un impôt supplémentaire. Alors on était parti du postulat qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait les enveloppes parlementaires. Si vous vous souvenez, c'est que chaque député avait une enveloppe parlementaire. Et cette enveloppe, souvent, elle servait pour certains de clientélisme. Et nous, on s'est dit, ben, c'est simple, tout ce qu'on demande, vu le nombre de députés et de sénateurs, on demande à ce qu'ils reversent 10% de leur enveloppe dans un pot commun. Et la deuxième chose qu'on proposait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, ils sont financés par de l'argent public. Vous êtes d'accord avec moi, quand ils arrivent à faire un score, ils touchent, je crois, entre 1,50 € ou 2 €, ce qui vient financer leur fonctionnement. À l'occasion des législatives. Des législatives, voilà. Et donc, on s'était dit, il n'y a pas de raison que, puisque eux, on leur donne les moyens par de l'argent public, que ceux-là ne reversent pas dans le pot commun un pourcentage. Pour dire aussi que, ben, ok, pas de problème, vous êtes élus, vous êtes légitime. Mais votre légitimité, vous la devez aussi à ceux qui vous ont élus. Et ils vous ont en plus élu et vous donnez des moyens pour le faire. Donc reverser dans le pot commun une partie, qui était 5%, qui permettait d'avoir une base financière et créer ce fonds d'interpellation citoyenne pour nous donner les mêmes droits et armes pour pouvoir, à un moment ou l'autre, se mobiliser ou combattre quand on n'est pas, on est simplement, on subit, quoi. Ouais, ce que vous avez voulu, c'est véritablement créer un outil qui est très différent de la subvention, c'est-à-dire qui crée les conditions de l'autonomie. Hein, c'est ça, c'était totalement ça. Et dans l'intérêt général, encore une fois, on n'était pas là pour financer le petit barbecue où on dit allez, tenez, soyez sympa, allez faire votre petit barbecue, faites la danse de ce que disait Abdelaziz souvent, faites la danse du ventre, et puis circulez, il n'y a rien à voir. Non, là, c'était vraiment des moyens qui permettaient aux habitants d'avoir les moyens de se défendre sur ces propositions. Alors, juste pour continuer ensuite, on fera, parce que je vais évoquer ensuite, en fait, aussi un autre aspect quoi, de la question politique, puisqu'on a la présence d'Akli, mais que toi-même, tu as été élu, hein, Mohamed. Donc, c'est aussi, dans le champ politique plus traditionnel, plus institutionnel, c'est voilà, comment ça peut se passer pour des forces militantes des quartiers. Et puis après, peut-être aussi de manière plus générale sur tout simplement ce qui est notre quotidien, ce qui est le quotidien. C'est voilà, les luttes des quartiers, quoi. Il n'y a pas forcément que les élections ou que la vie institutionnelle, mais tout simplement les réseaux de solidarité. Voilà. Donc juste comment il a été, pour finir, ouais, comme tu veux, sur la réception de ce rapport, quand vous l'avez rendu, qu'est-ce qu'il est devenu, quel bilan vous en tirez? Pas de ce que vous avez écrit, et il est toujours accessible, il faudrait du temps pour en discuter, mais finalement... La réception de ce rapport, il y a deux réceptions. Il y a une réception politique. Voilà, c'est clair, on n'a pas fait grand-chose de ce rapport. Les tables de quartier qu'on avait proposées, donc les tables de quartier, c'était l'idée, voilà, on propose que là où les citoyens, les associations le veulent, ils puissent se coordonner à l'échelle d'un quartier et s'organiser pour créer des contre-pouvoirs. Donc cette idée de contre-pouvoir, elle était importante. Et ça, bien sûr, c'est pas le maire ou c'est pas l'État qui va le décider, c'est les citoyens. Donc quand ça se fait, eh bien, on leur donne les moyens de le faire. Et on s'appuyait un peu sur ce qu'on j'avais vu au Canada, où les tables de quartier, chaque table de quartier, elle reçoit 100 000 $ chaque année, ce qui lui permet de recruter un coordinateur. Et ces 100 000 $ qui viennent de plusieurs fonds, donc elles ne sont pas dépendantes du pouvoir politique. Et donc, voilà, on avait fait cette proposition et elle a été complètement retournée par le ministre qui a créé des conseils citoyens imposés par la loi, avalisés par le préfet, pour partie tirés au sort, et donc qui devenait une obligation
et quelque chose d'imposé et de complètement uniforme. Donc voilà, c'est un des seuls éléments qui est sorti du rapport. Sur le fond d'interpellation, on a réussi à mobiliser notamment des grandes associations. Il y a quand même des associations comme le Secours catholique, ATD Carmonde, France Nature Environnement, qui ont soutenu cette proposition, mais elle n'a jamais été reprise par des partis politiques, hein, sauf à un moment donné par Europe Écologie Les Verts, mais autrement, elle n'a pas du tout été reprise. Et pourtant, on a interpellé plusieurs fois les candidats à la présidentielle. Et sur le reste, ma foi, il n'en est pas sorti grand-chose. Par contre, je pense que le rapport a été beaucoup approprié par un certain nombre de collectifs, d'associations, par des professionnels, et qu'il a créé une dynamique qui a ensuite été celle de Passons-nous. Voilà. Juste ce que je vais faire là, si vous voulez bien, je vais, avant c'est pour faire un peu, voilà, pour qu'on ne se fasse pas des tunnels. On peut déjà prendre 2-3 questions, réflexions dans la salle, si vous voulez, sur ce qu'on vient d'évoquer, que ce soit sur la question du moment des révoltes de 2005, sans oublier évidemment qu'on a eu aussi d'autres révoltes de nature peut-être différente, mais il n'y a pas si longtemps, à l'occasion, après la mort du jeune Naël à Nanterre, voilà, ou sur plus spécifiquement ce qui a été évoqué. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... on a des micros qui sont là. Non, donc je vais enchaîner. Du coup, je vais enchaîner sur un autre sujet. Je vais te passer la parole à Cli. Alors, on va aussi parler de... Mais bon, les choses, elles sont il me semble en tout cas, interdépendantes, parce que ce que tu viens de dire, Marie-Hélène, c'est qu'il y a quand même un sujet qu'on a en permanence. Il y a des gens qui sont dans la salle, qui sont ou pas membres de Passons-nous, mais peu importe. C'est comment à chaque fois qu'on a travaillé sur des réalités, c'est pas seulement l'institution au sens du gouvernement, des pouvoirs en place qui ne les reprennent pas, mais c'est aussi parfois, disons-le tout net, nos amis politiques, on va dire, entre guillemets, ceux qui sont censés être nos amis politiques, qui ne reprennent pas le travail qui a été fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on nous a commandé, voilà. Donc Akli Melouli, donc ouais, donc on t'a invité, on se connaît aussi, voilà, hein, tu as été élu, tu as été élu en région parisienne, à Bonneuil-sur-Marne, tu es aussi quelqu'un de, voilà, un historique de la militance dans les quartiers. Aujourd'hui, tu es sénateur du Val-de-Marne. En fait, au-delà d'avoir le plaisir, parce que c'est pas fréquent pour nous d'avoir un sénateur dans nos amis, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu es devenu sénateur. Moi, je trouve qu'au-delà du fait que tu es... Voilà, hein, on va le dire tout de suite, et tu vas nous le raconter, tu n'as pas été élu sénateur avec une étiquette politique. Voilà, je te laisse dire la suite. Alors, il t'a pas été, voilà, t'es pas oui, été. Oui, alors juste pour dire d'abord, je voudrais, ceux qui ont vu le film, moi j'avais pas vu le film, Passons-nous, je tiens à rectifier un truc sur le film, c'est que Alirani a un ventre plus gros que le mien. Et je demande un droit de réponse, comme partout, en politique, il faut toujours répondre. Ça, c'est une première. Ensuite, avant de venir là-dessus, je pense que ce qui est assez intéressant sur ce qui est soulevé sur la politique de la ville, c'est que la politique de la ville, c'est la plus belle idée de gauche qu'on ait eue dans ces 30 dernières années, en réalité. Sauf qu'elle n'a pas été au bout de la logique. En réalité, c'était des politiques de subsidiarité qui devaient venir compléter le pot du droit commun pour permettre aux gens qui ont le moins d'avoir un plus pour justement avancer, comme la sécurité sociale. On cotise en fonction de ses moyens et on retire en fonction de ses besoins. Et donc, le problème, c'est que la subsidiarité, elle est arrivée, mais le droit commun s'est retiré et que la subsidiarité, elle a diminué comme peau de chagrin. C'est aussi un des éléments importants. Bon, ben voilà, je voulais juste un élément là-dessus. L'autre élément, et tu as raison de le préciser, en fait, moi, je le dois, là où je suis, je vous le dois à tous et à toutes. Je le dois à tous ces réseaux associatifs. Parce que même les réseaux où certains me disaient à l'époque, parce que moi, pendant longtemps, j'étais au Parti socialiste, et mes camarades de jeu me le reprochaient assez souvent, de savoir ce que je faisais dans ce parti. On te l'a beaucoup reproché. Voilà, même si j'étais dans l'aile gauche, mais j'ai assumé, et j'ai été 35 ans. Donc je suis dans le parti de Jaurès, il ne faut pas oublier quand même que aujourd'hui, le PSU dont je viens, je suis issu du PSU, serait aujourd'hui du côté des écologistes, donc je fais le chemin normal, quoi. Et
Mais parce que c'est ça aussi l'autodétermination, la décolonisation, un certain nombre de facteurs que plus personne ne porte. Et donc je voudrais dire effectivement que nous, parce qu'en fait, eux, ils ne cherchent pas à nous invisibiliser. Ils cherchent à nous visibiliser, mais dans le mauvais côté des choses. C'est-à-dire qu'ils cherchent à nous déshumaniser en montrant la violence, un certain nombre de choses. Et le travail que vous faites, que ce soit ce festival, etc., qui montre la richesse, le potentiel, ce qu'on a. Si on pouvait faire société ensemble, et pour faire sens, il faut que vous puissiez partager aussi la part d'universel qui est en chacun de nous. L'universel, nous en avons tous une part. Et c'est Jean-Marie Djibaou qui en parlait, pour ne pas parler de Nouvelle-Calédonie, qui a dit est-ce que je peux partager la part d'universel qui est en vous? Est-ce que vous pouvez partager la part d'universel qui est en moi? Et comme Emmanuel Djibaou, par rapport à Nouvelle-Calédonie, quand il y a eu les émeutes, on l'appelle ça comme vous voulez, ou l'exigence, il a été voir des jeunes qu'on brûlait parce qu'ils se sont un peu fait déborder, et ils lui ont dit mais pourquoi vous brûlez les écoles? Il lui a dit mais ces écoles, ce n'est pas les nôtres, puisqu'elles ne parlent pas de l'histoire des Kanaks. Elles nous enchaînent, tout ça, ce n'est pas notre histoire. Donc quand notre histoire, elle n'est pas commune et partagée, on a du mal à s'identifier, à se procès. Et je voulais le dire parce que saluer ça, là, ce travail que tu fais, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ces acteurs qu'aujourd'hui on est là. Il faut le savoir, vous nous avez donné cette chance d'avoir de la visibilité et de pouvoir faire nos parcours, et on le doit à chacun d'entre nous. C'est un travail collectif. Et si on pouvait y réfléchir avant de dénigrer le travail des autres, tout ça, en se disant, prenons ce qu'il y a de bon, prenons ce qui va nous construire et nous faire avancer, plutôt que d'y voir les divisions. Ça, c'était un passage, un peu mon coup de gueule de truc. En tous les cas, sur le reste, moi, ça fait 35 ans que je suis militant. 35 ans que je suis dans ce parti. Je suis élu depuis 2001. Et à prescription quand même, hein. J'ai cumulé, hein, comme tout le monde, pour faire bien. J'ai été candidat dans ma circonscription parce que j'ai refusé le parachutage, y compris quand on nous l'a proposé, parce que c'est la mienne qui est ingagnable. Hein. Ils ont envoyé le petit Lies Loufoque dernièrement pour la gagner. Je lui ai dit Lies, il y croyait. Je l'ai encouragé, c'est normal. J'espère qu'il sera aujourd'hui candidat parce que sur la protection de l'enfance, c'est important à Grenoble. Et donc, en fait, pour que celle-là soit gagnée, il faudrait qu'on fasse un score de 550 circonscriptions en fait, à l'Assemblée, à gauche. Donc voilà, donc c'était un élément. Donc moi j'y étais 3 fois, j'ai fait le boulot. J'ai été au cantonal en 2014, quand on dit qu'on est des opportunistes et qu'on veut. Je suis au premier tour à 300 voix de la vice-présidente communiste sortante. Je suis dans une ville communiste, c'est la première fois, les gens, c'est comme un peu, j'y viens parce que c'est des éléments. Quand je me suis présenté, ils m'ont dit, mais tu comptes faire quoi contre nous? Tu vas faire quoi? On tient, tu vas faire quoi? Tu vas faire 10%. Tu vas faire 10%, c'était en 2004. Je fais 22%. Je suis au second tour avec eux à 300 voix. La droite, le soir même, elle appelle... Souvent, quand on se présente, puisque bon, Mohamed s'est présenté, bon, moi aussi je l'ai fait, et souvent à gauche, on nous dit, mais tu te présentes contre nous. C'est ça. Mais non, je me présente. Voilà, c'est pour ça que j'expliquais. Donc en fait, c'est comme si je n'étais pas invité et que je avais pas le droit, quoi. Et donc du coup, le soir même, donc je suis à 300 voix, la droite appelle à voter pour moi. C'est-à-dire, si je me maintiens, je suis conseiller départemental. À l'époque, c'était général. Je me désiste, parce que c'est la règle, elle est toute seule élue. Donc ils ne peuvent pas nous reprocher ça. Quand il y a eu une campagne en 2011, je ne peux pas me présenter parce que je suis au cabinet Duchon, il y a eu une cabale et tout ça, donc je n'y vais pas parce que je ne savais pas, mais il fallait sortir avant. En fait, je croyais que c'était que le directeur adjoint, mais les conseillers politiques s'étaient concernés, donc j'y vais pas. Quand ils redécoupent, je demande à ce qu'ils me redécoupent le canton, normal, parce qu'ils le font pour d'autres. Ils redécoupent le canton, comme les communistes savaient que s'ils le redécoupaient de la façon dont c'était prévu, je les aurais battus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré redécouper le canton de façon à le donner à la droite pour pas que nous on le prenne. Donc il y a des petites stratégies d'évitement, je vous donne un peu très vite là-dessus. Donc moi en fait j'ai toujours respecté la règle, je l'ai respectée. On m'a dit la règle en fait elle devrait s'appliquer. En 2017, c'était mon tour. Je dis bon en fait pour les sénatoriales c'est mon tour. Ah ouais mais tu comprends, on a quelqu'un à caser. Je vais le nommer puisque il y a prescription. Camba Delis il dit ouais... Non, il n'y a pas de vote, parce que là, pourtant, je l'aurais gagné au vote des militants. Il dit non, mais il ne peut pas, j'ai quelqu'un et tout ça. Donc, il gèle le vote. Et moi, quand je vois ça, je me dis, bon, c'est bon. Et les communistes voulaient une femme. Donc, du coup, je dis, bon, il faut la parité. On ne peut pas être contre. Nous, on se bat pour la diversité. Ça ne peut pas être... La diversité, c'est pour tout le monde. On est tous dans la diversité. Il n'y a pas que les bronzés, etc. Donc, une femme, elle fait partie de la diversité sociale, etc. Donc j'accepte. Même les Blancs font partie de la diversité. C'est ce que je dis, c'est pour ça. C'est Mousse qui le dit très bien d'ailleurs, et je voulais le saluer. Et donc moi je dis, ok, j'accepte. Là j'arrive, je dis, bon, 2017 j'ai accepté, c'est mon tour. On me dit, ouais, mais il y a un problème, à chaque fois on l'a rabroué, il voulait aller aux législatives, il voulait aller. Donc en fait, tu as payé le premier fédéral, il veut y aller. Je dis, mais comment ça, il veut y aller?
Donc j'essaie de faire court. Donc il veut y aller. Donc je dis, mais c'est quoi? Et puis après, on lui dit, bah, il y a un autre problème. Il y a Laurence Rossignol qui veut venir dans le Val-de-Marne. Il a été battu dans l'Oise. Il faut lui donner un siège, comme elle était ministre. Je lui dis, mais attendez, c'était mon tour ou pas? Ah, ben on m'explique que c'était ton tour, mais c'est plus ton tour. Donc en fait, à chaque fois que c'est notre tour, il ne nous donne pas le tour. Donc je lui ai dit, écoutez, je vais prendre mon tour. Maintenant, je vais prendre mon tour, je vais y aller. Mais non, tu ne peux pas nous faire ça. Et donc, comme ils pensaient que je n'allais pas y aller, puisque plusieurs fois, je les ai menacés d'eux, et que sur ma ville, ils ne peuvent rien faire, parce que c'est aussi important, quand on veut s'inscrire, c'est que moi, quand ils m'ont fait rentrer en 2001 élu, petit à petit, quand je suis rentré, j'ai regardé comment ça fonctionnait, c'est important. J'ai vérifié les rouages, etc. Donc j'ai pris le pouvoir petit à petit, je me suis émancipé. Et donc, en fait, ils ne peuvent même pas intervenir sur la ville. Ils ont été voir le maire communiste en disant qu'il faut lui retirer ses délégations. L'autre lui a dit, oulala, moi pour être maire, j'ai besoin de lui. Vous vous débrouillez, ça ne me regarde pas, c'est un problème de socialiste. Donc vous arrangez avec lui, moi je ne bouge pas. Vous venez pas me voir, c'est pas l'affaire, vous débrouillez. Donc ils l'ont menacé et tout, donc il est venu. Et pour l'anecdote, il a fait le boulot, hein, le maire. Il m'a reçu, il m'a dit, bon Akli, je te reçois avec son directeur de cabinet. Et tout le monde, les maires se sont réunis. Parce qu'au départ, quand je suis parti, ils rigolaient tous, ils m'ont dit, va faire 50 voix. Parce que donc, pour expliquer, quand tu dis quand tu es parti, c'est que tu as monté une liste sénatoriale de façon indépendante. Indépendante. Mais donc quand je monte ma liste indépendante, ils me disent, mais il va faire 50 voix. Puis on avance dans la campagne, putain, il va faire 100 voix, 150. Mais ça, quand ça montait, quand on est passé la barre des 200, ils ont commencé à se dire, oh là là, il y a un problème. Donc ils sont tous venus, ils se sont réunis les maires, ils ont envoyé des émissaires. Le plus proche de moi, mais je le dis, vous ne le répéterez pas, c'est pas enregistré, si, c'est celui de Créteil. Donc ils ont dit à Catala, il faut que tu lui parles. Bon, Catala, il a fait le boulot, il m'a parlé, il m'a dit, mais je vais parler, il ne veut pas, hein, il ne veut rien savoir, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, il veut y aller, hein, dès qu'il voulait faire. Donc en fait, voilà, donc je fais la liste, et c'est les écolos que j'ai commencé. Alors j'ai eu un concours de circonstances, je ne sais pas si vous répondez, donc en fait, ils pensent que nous ne sommes pas capables. En fait, ils pensent que c'est eux qui doivent nous porter, que nous ne sommes pas capables parce que nous serions effectivement... Moi, on me disait, mais à toi, qu'est-ce que tu penses des jeunes? J'ai 65 ans. Je lui dis, mais je suis un jeune vieux. Mais apparemment, l'immigration ne vieillit jamais. On est toujours jeune, c'est-à-dire immature, quoi. Donc je lui dis, mais ils ne comprennent pas que j'ai vu l'appareil, comment ça fonctionne. Donc moi, je lui dis, mais je sais comment ça marche, le truc. Donc j'ai fait ma liste, je les ai vus. Ils m'ont dit, Macli, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'y aller? Je lui dis, ce qui peut m'empêcher d'y aller, c'est important, c'est un accord de toute la gauche. Donc que Daniel Breuillet, qui était le candidat écolo, le sénateur écolo sortant, retrouve son siège où vous le mettez. Et à ce moment-là, vous voyez que je suis correct jusqu'au bout. Je lui dis, j'y vais pas. Je savais qu'ils n'accepteraient pas parce qu'ils voulaient tous rester à la place. Hein. Donc je les connais par cœur aussi, donc je n'ai pas pris beaucoup de risques. Excuse-moi Daniel, mais on en rigole. Mais donc du coup, eux, j'ai déposé ma liste le jeudi. Je leur ai dit, si vous m'appelez, ils ne m'ont pas rappelé, j'ai déposé et j'ai fait campagne. Et j'ai fait campagne parce qu'à un moment donné, quand ce n'est pas notre tour, il faut prendre leur tour. Et moi, je le dis, il faut qu'on arrête. Quand on a demandé de la diversité, on n'a pas demandé d'être manipulé. On a demandé à ce que les gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui n'ont rien à se reprocher, qui ont toujours donné, qui ont toujours avancé, qui ont toujours été constructifs, on puisse les faire héberger. Moi, je suis surpris, et je ne le dis pas parce que c'est un ami. Si c'est un ami qui n'avait pas la compétence, je lui dirais parce que justement, je suis son ami. L'ami, c'est celui qui vous dit pourquoi ça ne va pas. Je suis toujours surpris que quelqu'un comme ça, là, que je pensais qu'il serait parlementaire avant moi, ne soit jamais proposé. Ouais, je suis jeune encore, attends, vas-y. T'as encore 5 ans à attendre, ouais. Voilà. Mais je le dis parce que, en fait, on nous amène des gens, ils sortent de nulle part, parce qu'ils nous ressemblent, et c'est ça le mépris. C'est de dire, ah ben, on en a mis un là, on en a mis un autre là-bas. Mais je ne vous demande pas pourquoi. Et je l'avais fait quand j'étais au cabinet du Champ, puisqu'on a fait des listes, quand j'ai mis une fille antillaise sur la liste, puisque c'est les postes qui nous revenaient. Ceux qui font de la politique savent comment ça se passe au régional. La place du président, Macli Ombeki, je dis on met la femme à Romana, donc tu étais 90, je sais, on met Viviane là parce qu'on voulait faire le croche-patte à Karam. Donc, on lui dit on met Viviane là, et donc il y a une copine algérienne qui m'appelle, qui me dit Akli, comment tu défends elle contre moi? Je lui dis comment ça contre toi? Eh bien, le président du département de l'époque, Mohamed c'est qui c'était, lui dit ben, c'est Akli, donc vois pour que. Je lui dis mais pourquoi c'est soit elle, soit toi? Pourquoi c'est pas elle et toi? Qu'est-ce qui empêche dans la liste? Ils ne choisissent pas, il n'y a pas assez de blancs pour truc. C'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours essentialisé. Ouais, merci. Moi, peut-être, je sais pas si, est-ce qu'il y a des gens, alors qui ont des questions ou qui ont pris des initiatives dans le champ électoral en étant militants ou militantes des quartiers, qui voudraient. N'ayez pas peur, hein, franchement.
même si vous n'êtes pas militants des quartiers, on est là pour discuter par. Ah, il y en a une là-bas, tu vois. Il y a Bertrand qui va t'amener un micro. Non, mais voilà, non, mais je veux dire, c'est vraiment un débat ouvert, tranquille, on essaye de... Bonsoir. Dans ce discours que vous tenez, monsieur le sénateur, ce qui me fait très très drôle, hein, c'est qu'on a l'impression que vous êtes des enfants et que vous vous bagarrez sur quelque chose. Alors qu'on n'a pas l'impression que vous êtes, que vous travaillez pour nous, pas pour vous, hein, mais en général. Vous bagarrez une place. Nous, on se bagarre pour manger, on se bagarre pour beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes qu'une place de maire, de sénateur, de président. Je veux dire, ça fait peur. Quand j'entends ce genre de discours, j'ai l'impression qu'on est à côté de ce que vous vivez, et peut-être pas vous, mais beaucoup de politiques sont à côté de ce que nous vivons. Et ça, je trouve ça fou. Merci. Je vais en prendre juste 2, 3. Non, 3 et ensuite on revient. On va faire comme ça, hein, pour pas que ce soit. Il y a Odile Morin qui est élue donc à Toulouse, conseillère municipale et métropolitaine. Alors, je trouve, c'est important ce que vient de dire Madame. C'est important effectivement parce que la politique, c'est quoi? Et à quoi ça doit servir? Ça doit servir à changer la vie des personnes au quotidien. Mais effectivement, on est dans un système aujourd'hui en France où pour pouvoir changer la vie des gens au quotidien, il faut pouvoir être élu. Et pourquoi c'est important qu'il y ait de la diversité parmi les élus? Parce que si les élus, ils sont tous des hommes blancs, mâles, d'un certain âge, en bonne santé, ben en fait, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne connaissent pas les expériences de vie des personnes racisées, des personnes handicapées, des femmes. Et si ces personnes-là ne sont pas représentées, ben comment est-ce qu'on peut changer la politique? Donc, il parle de la cuisine interne des partis politiques, qui est une cuisine puante. On est bien d'accord. Mais cette cuisine puante, qu'est-ce qu'on a comme choix aujourd'hui? On fait la révolution ou on passe par les urnes? On peut essayer de faire les deux, d'ailleurs, hein, de mon point de vue. Mais, en tout cas, on est obligé de passer par les urnes. Et donc, effectivement, quand on veut passer par les urnes, ben on est confronté à la tambouille des partis politiques qui, effectivement, utilisent les personnes racisées, mais de la même manière avec les personnes handicapées, comme des tokens. C'est-à-dire qu'on choisit celui qui est le moins efficient possible, celui qui va faire bien sur la photo, mais qui n'aura rien à dire. Et je pense que le combat qu'on a à mener, que ce soit dans le champ des personnes racisées, que ce soit dans le champ des luttes anticoloniales, de l'antivalidisme, c'est qu'il faut effectivement qu'on impose qu'il y a des gens compétents, qu'il y a des gens qui ont fait un travail, qu'il y a des gens qui sont des acteurs de terrain, et que ces gens-là, ils ont des choses à porter et qui sont soutenus. Et que ces gens-là, ils doivent être élus. Il y a monsieur qui a demandé la parole, juste là. Non, c'est Bertrand, c'est le monsieur. Je vais juste préciser un truc. On va d'abord revenir vers là, ensuite, et on revient vers toi. Je vais juste préciser un truc, parce que je pense que c'est important, et je pense que Mohamed, tu pourras y répondre. Oui, la question, bon, parce qu'on a évoqué le mot de diversité, mais réellement, quand même, dans nos histoires de militantisme des quartiers, notre communauté, elle est avant tout sociale, quoi. Donc, on peut être racisé, pas racisé, tout ça, mais il y a vraiment aussi, enfin, en tout cas, moi, je le dis de mon point de vue, le sujet, c'est aussi la question, alors, il y a la question du racisme, des discriminations, évidemment, et il y a la question aussi sociale qui est très, très importante. D'ailleurs, dans nos échanges, on parle souvent de ça, quoi. Voilà, j'ai donné mon truc, mais je vous laisse parler, monsieur. Ensuite, je reviens après vers vous, hein, Marie-Hélène, Mohamed, mais je vous en prie, monsieur. Moi, je voulais juste revenir un peu sur les coups de pression, parce qu'il y a la puanteur des partis politiques, effectivement. On est tous passés par là. On n'a pas trop peur de faire de la politique. En fait, on se bat contre un système, et même un système institutionnel. Parce que quand vous partez en campagne, on est parti, on l'a fait avec mon collègue qui est derrière à la députation à Marseille, on a fait un beau score. Mais après, derrière, vous avez des contrôles fiscaux qui arrivent. Vous avez aussi le système politique en lui-même qui fait pression, ce que tu as décrit. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez faire perdre votre Tartampion, vous allez faire perdre votre Tartampion X, Y. Et effectivement, c'est très très lourd à porter. Parce qu'on vous dit le peu de voix que vous allez... Enfin, le peu. Parce qu'il y a beaucoup d'abstention dans les quartiers aussi. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je pense que la première des bases, c'est de se battre contre l'abstention et de remettre une éducation politique. Parce que là, effectivement, on en fait de manière citoyenne et associative, mais la véritable politique, c'est pas ça.
c'est le changement de paradigme, le changement de société. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, mon point de vue, c'est que je ne me reconnais dans plus aucun parti politique. Il n'y a plus d'espoir, pas que pour les racisés, pour l'ensemble du peuple de France. Il n'y a pas d'espoir. À un moment donné, c'est des oppositions. Madame l'a décrit. On n'est que des faire-valoir à un moment donné. Donc, à quand un changement? On devrait passer à la 6e République et non plus rester sur la 5e. Merci. Mohamed, je veux bien que tu... Et après, je reviens, j'ai vu qu'il y avait des mains qui s'est levées. Et je vais peut-être juste... Attends, Bertrand. C'est Mohamed qui va parler d'abord avant de repartir là-bas. Et merci, Bertrand. Je voudrais juste aussi, si tu veux bien, Mohamed, alors j'essaie d'orienter la discussion. J'aimerais bien aussi qu'on parle de nous, en fait, de comment nous... Parce qu'effectivement, il y a le système des partis politiques, et on le connaît, et je pense qu'on pourrait passer 2 heures à parler des partis politiques. Mais, voilà, comment nous aussi... Enfin, est-ce que nous, on a des solutions en termes d'organisation, de réseau, quand je dis d'organisation, de façon de s'organiser, hein. Voilà, je mets ça aussi sur le tapis, quoi. Pour pas qu'on soit uniquement dans... Bien sûr. Non, moi j'y crois fortement, je veux dire, à la question du réseau. Je crois qu'il faut juste qu'on arrive à dépasser ce stade pour dire que c'est possible aussi. Et souvent, on se fixe pratiquement dans certains cas où on se dit on va pas y arriver, c'est pas possible. Je veux dire, mais si on regarde un peu, y compris, et il l'a dit, il n'en est pas arrivé à sa première expérience. Il a fallu qu'il y aille 2, 3, 4 fois pour pouvoir y arriver, quoi. Je veux dire, donc, moi je crois effectivement que quelque part, on est aussi dans cet échiquier politique. Et qu'à un moment ou à un autre, on est juste, et on doit s'affirmer sur ces questions-là. Et encore une fois, je veux dire, moi j'ai plus d'état d'âme, je veux dire. Trop longtemps, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas le faire parce que ceux qui vont arriver risquent d'être plus méchants que ceux qui sont venus m'expliquer que valait mieux que je puisse leur faire confiance à eux. Et une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, bon, en fait, ça ne change rien. Donc, il n'y a plus tu sais, cette épée Damoclès où tu te dis, ah putain, presque, on te matraque pour dire que on te culpabilise. Donc, moi, je suis plus dans cette dynamique-là. Je veux dire, j'ai été ici élu, je veux dire, voilà. Et puis, encore une fois, il faut faire tomber les clichés parce que c'est pas pour mon visage qu'ils étaient venus, c'était surtout parce qu'au moment de la mort de Ziad Bouna, ça avait fait un effet médiatique. Et qu'à un moment ou à un autre, on était tellement visible qu'ils ont dit, tiens, ça brille là, ça serait pas mal qu'il soit sur notre liste, lui. Voilà. Et première expérience, c'est les régionales. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait un conseiller régional qui s'appelle Mouloud Aounit, qui était au MRAP. Moi, je me souviens, on m'a dit, on va retirer Mouloud pour mettre Mohamed. Je dis, ah bon, c'est marrant, et pourquoi pas Mohamed et Mouloud? La même chose que toi, je veux dire. On est encore une fois dans les systèmes et ainsi de suite. Donc, à partir de là, ben, moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu chercher un poste ou un fauteuil. Je suis venu vous expliquer qu'en gros, on a aussi des combats qui sont effectivement sociaux et que soit vous nous donnez la capacité avec vous de pouvoir avoir cet espace-là et cette tribune pour pouvoir la porter, soit à un moment ou à un autre, on n'a pas peur et on n'aura pas peur de pouvoir aller, y compris des gens qui souvent sont censés partager ce qu'on défend et qui sont les premiers à nous dire ben non, c'est pas pour vous. Ben moi, je me dis simplement aujourd'hui qu'à nous de nous organiser. On est quand même énormément de militants qui militent sur cette justice sociale, parce que comme ça là, tu disais tout à l'heure, c'est important aussi. Et on n'est pas juste sur la question qui me ressemble ou pas. Moi, quelqu'un qui aujourd'hui défend la même cause sur cette justice sociale et qui va la porter, j'ai pas de problème, je veux dire. Et souvent, on nous explique qu'en gros, sur la question de la diversité, ça serait mieux. Moi, je connais des gens qui sont issus de la diversité, qui nous font encore beaucoup plus mal, et je le vois bien. On a un secrétaire d'État en ce moment, voilà, à la citoyenneté. À la citoyenneté, vous pouvez comprendre que voilà, et les personnes, ils veulent démontrer qu'ils sont plus capables que ceux qui devraient le faire, ne l'ont pas fait, qu'eux, ils vont le faire parce qu'ils seraient issus de la diversité. Ça, la vérité, il faut qu'on arrête avec ces trucs-là, parce qu'à un moment ou à un autre, on a notre responsabilité, c'est que, on l'a dit, il n'y a pas de désert politique dans ces quartiers. Il y a aujourd'hui des gens qui, clairement, trop longtemps, ont mené des combats, ne se sont pas parlé. Et comment on est en capacité à un moment ou à l'autre, et l'urgence, elle est là, on n'a plus le choix, je veux dire. On se mobilise. Donc il y a tout ce qui se passe autour de l'Assemblée des quartiers, chose qui pour moi aujourd'hui est quand même
quelque chose qui va, dans le temps, pouvoir peut-être aussi avoir des leviers sur ces questions-là. Et comme je disais à Salah, moi demain, si celui qui se présente alors qu'il n'est pas légitime, j'aurais pas peur d'aller me présenter contre lui. Et même si on me dit, tu te rends compte, tu vas faire passer la droite, je lui dirais, ben dans ce cas-là, pose-toi la même question. Pourquoi tu te la poses toujours à moi et tu ne te la poses pas à toi? Donc c'est tout, c'est dans l'affirmation, et il ne faut pas hésiter à pouvoir s'appuyer là-dessus, quoi. Peut-être on redira un mot de l'Assemblée des quartiers. Il y a un ami marseillais qui voulait prendre la parole. Oui. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Hein. D'accord? Moi, je voudrais exprimer mon amertume, voire même mon dégoût des partis. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait un peu plus d'1 an, il y a eu aussi des révoltes extrêmement importantes. Ce n'était pas 300 quartiers, mais 500 quartiers qui se sont mobilisés. Sauf qu'un an après, il n'y a pas eu de rapport particulier par rapport à ce qui s'est passé. 1 an après, on s'aperçoit qu'ils ont arrêté 4000 jeunes de nos quartiers, dont la plupart avaient des casiers vierges, et qu'il y avait 50% d'entre eux qui avaient moins de 17 ans. Comment on peut aujourd'hui se dire, comment on réagit nos politiques, ou même ceux qui nous représentent, les 40% de racisés qui sont dans certains conseils, comment ces gens-là ont réagi? Je vous rappelle que le PC, Fabien Roussel, je crois qu'il s'appelle ce monsieur, a même été d'accord avec le président de la République pour des mesures contre la jeunesse. Je ne vous parle pas du PS qui a fermé sa gueule. C'est intolérable. Ouais, ouais, moi, on va pas faire un meeting. Non, je ne fais pas un meeting. Non, mais je dis ma colère. Non, je dis ma colère parce que je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne peux même pas le critiquer. Mais moi, je connais quand même le PS depuis très très longtemps. Les partis politiques, comment peut-on leur faire confiance? La copine tout à l'heure de Tarbes l'a dit. Comment on peut faire confiance? On a toujours l'impression de se faire trahir. Et je peux dire, finalement, quand on se lance avec les quartiers, eh bien, très très vite, on se fait dépasser, même par les nôtres, ceux qui vont se faire racheter. Et donc, on a un vrai problème, un vrai souci de savoir quelles sont les propositions politiques pour modifier ce système. L'autre copain de Marseille a parlé de la 6e République. Moi, 6e République, ça ne veut rien dire. Mon vrai problème aujourd'hui, c'est comment on retravaille sur la logique de démocratie participative et de la plus locale possible. Comment on donne du pouvoir au peuple. Merci. Non, moi, je vais vous proposer un truc. On va pas faire d'applaudissements, d'accord? On est dans une discussion parce que sinon, on va tous chercher à se faire applaudir. J'ai pas dit que c'est ce que tu as essayé de faire, mais comme ça, c'est cool, on discute, vous prenez la parole, tout ça, d'accord? Hein? J'ai parlé des applaudissements, c'est pour éviter. Sinon, je vais dire hasta la victoria sempre. Non, je vous propose ça si vous voulez. Mais on est en démocratie. Si vous voulez applaudir, vous applaudissez. Vous faites comme vous voulez. Et donc, je voulais. Est-ce que moi, je prolonge ta réflexion. Tu auras le micro tout à l'heure, d'accord? Et je te prolonge la réflexion sur. Et du coup, est-ce qu'aussi on peut se faire confiance à nous, en fait? Tu disais, voilà, sur la question de la confiance. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très important. Et ce que tu as évoqué sur ce qui s'est passé l'année dernière, le sort qui a été fait aux jeunes. Voilà, je ne sais pas si vous voulez Alors moi, je vais vous dire une chose aussi, parce que tout à l'heure j'expliquais le cas, mais moi j'ai aucune amertume avec les partis. Parce que c'est quand même, les partis, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont dedans. Et les partis, quand ils votent, les lignes politiques sont prises par la majorité de ceux qui sont dedans. Donc c'est bien beau de demander aux autres de faire, quand soi-même on n'est pas. Et donc ça, c'est aussi une facilité de langage. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui venaient m'expliquer comment il fallait faire, mais quand il fallait faire, il y avait moins de gens. Donc c'est important quand même qu'on pointe aussi nos responsabilités. Moi, quand j'ai été élu aussi avec des voix socialistes. Parce que dans ce parti, il y a des élus dans le Val-de-Marne qui savaient que c'était enfin, pour eux, j'étais légitime d'y aller, que j'allais porter quelque chose. Et je le dis, heureusement qu'il y a un groupe écologiste aujourd'hui, parce qu'on parlait des partis, au Sénat. Parce que la voix des Palestiniens, elle ne serait pas entendue au Sénat. Et c'est le parti des écologistes qui porte cette voix au Sénat. On n'a qu'une question orale par semaine, une seule, parce qu'on a un petit groupe. Eh bien, on en a peut-être fait 8 ou 9 sur cette question-là.
Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'est-ce qu'on porte, c'est les valeurs. Moi, je le dis, je partage avec les gens, quand on parlait de notre parcours, parce que nous sommes, c'est les gens qui nous essentialisent, on ne s'essentialise pas. Nous, on travaille sur des valeurs aussi. C'est quoi la colonne vertébrale? C'est quoi le projet qu'on porte? Dénoncer les choses, tout le monde le fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on se bouge? Que ce soit associatif. Parce que moi, je vais vous dire, quand j'ai été candidat, il y a des gens, là je parle du terrain, qui ont été voir, et c'est quelqu'un qui m'a raconté, il a été voir, il dit, mais qu'est-ce qu'on va voter? J'ai dit, je vais voter quoi? Quelqu'un lui dit, vote à Cli. Non, je ne peux pas voter pour lui, il n'a rien fait pour moi. Et le gars, il lui dit, bon, tu as demandé quelque chose? Non. Il dit, comment tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi si tu n'as pas demandé? Il fait pour la ville, pour tout le monde. En fait, il y a toujours une bonne raison de rejeter l'autre et de penser qu'on est mieux. Parce qu'à un moment donné, quand on ne sort pas de l'ego et qu'on pense qu'on est mieux que les autres et que c'est toujours l'autre tour, donc il faut effectivement, moi, je n'ai pas d'amertume, je racontais mon parcours parce que là, je pensais qu'il fallait que j'y aille. Et j'y allais, j'y étais pourquoi? Ça, il va comprendre. C'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un donne l'exemple. Pas parce que je voulais un truc, il faut sortir. Et je vais vous dire, si j'avais perdu, j'aurais pris très cher. Et des pressions, j'en ai eu. Mais moi, j'avais rien à me reprocher. Parce que c'est aussi ça aussi. Il faut être clean quand tu veux monter à l'arbre, comme disaient les Africains. Il faut vérifier que tu es le... Voilà. Mais ça, c'est parce qu'eux, ils vont vérifier. Et donc, à un moment donné... Et c'est là où c'est intéressant. Moi, je dis, ce sont nos synergies des luttes. Il n'y a pas des gens qui seraient légitimes en dehors et d'autres qui ne le seraient pas dans l'appareil. Il n'y a pas des gens qui seraient légitimes dans l'appareil et ceux de dehors qui ne le seraient pas. C'est comment on crée ces synergies. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on vote par défaut, pour la plupart du temps. Mais quel est le vote d'adhésion? À chaque fois qu'on dit, non, mais celui-là, peut-être pas, celui-là, ceci. À un moment donné, il faut aussi voter pour des choses, c'est des gens qui portent des choses. Et pas l'origine. Parce que moi, j'ai vu des gens d'origine, ils parlaient du secrétaire d'État, ils ne me représentent pas, il est loin de me représenter. Et tu as des gens qui sont effectivement, comme par exemple Guillaume Gontard, qui est avec moi au groupe, qui me représentent très bien sur la ruralité parce qu'ils portent ces combats. Donc il faut, il faut sortir de cette capacité qu'on a. Et moi, je l'ai fait pendant 30 ans. Mohamed est là, il fait ce travail, tout ça. On est tous critiquables. Mais parce que justement, on est humain, on est humble, on est faillible, mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est juger sur la durée. Et vous le dites, on se bat pour quoi? Pas pour être élu, on se bat pour porter quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est regarder dans l'action ce que l'on fait et ce que l'on dit. C'est ce que je dis aux gens, on peut être critiquable, mais parce qu'on agit. Ceux qu'on ne critique pas, c'est ceux qui n'agissent pas. Et c'est toujours facile d'être commentateur sportif que d'être sur le terrain. Marie-Hélène... On n'applaudit pas. Faites comme vous voulez, c'est une proposition. On n'applaudit pas, même lui, il ne faut pas l'applaudir. Sinon... Oui, moi, je voulais réagir un peu sur la question de la diversité ou des racisés. En 2003, il y a un sociologue qui s'appelle Olivier Masclé qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « La gauche et les cités, un rendez-vous manqué », où il montrait que dans des municipalités de gauche, voilà, en l'occurrence c'était une municipalité communiste à Gennevilliers, eh bien les jeunes, et notamment les jeunes, comme on dit, issus de l'immigration, aujourd'hui on dit les jeunes racisés, bon, il y a beaucoup de discussions sur le vocabulaire, mais n'arrivaient pas à rentrer en politique dans la ville, à avoir des responsabilités. Voilà, je pense que sa démonstration était intéressante. Et avec un groupe de collègues, on s'est posé la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et on a regardé ça sur un département qui est celui de la Seine-Saint-Denis. Et il me semble que là, tu as raison quand tu dis, voilà, on est un corps, c'est un corps social, mais la question de la représentation des populations, voilà, qu'on appelle racisées ou issues des minorités visibles, elle est quand même importante parce que c'est aussi une incarnation. Le fait que moi dans les travaux que je fais, quand je rencontre des jeunes, par exemple, ils me disent « mais moi, je ne vais pas aller voter parce que personne ne me représente ». Et à l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui me ressemble. Et cette représentation, voilà, incarnation, elle est quand même importante. Même si, voilà, moi, par exemple, je suis pour la parité, mais ce n'est pas parce que c'est une femme. Voilà, Marine Le Pen est une femme, et pour autant, voilà, elle me représente pas. Voilà, je préfère Marine Tondelier. Mais en même temps, je pense que le fait d'avoir la parité, par exemple, dans les conseils municipaux, ça a changé, et ça change des choses dans la façon de faire de la politique. Et donc, je pense qu'aussi, avoir des populations qui représentent la diversité des villes, ça change des choses parce que ça ouvre aussi des portes. On voit, par exemple, en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, on a des maires qui sont
issus des quartiers populaires, issus de la diversité. J'aime pas ce mot, mais je ne sais pas trop quel mot trouver. Et alors, il y en a qui ont des politiques qui sont des politiques de transformation sociale, et il y en a qui ont des politiques de droite. Mais ça ouvre des portes, et ça me semble important de le poser quand même comme un enjeu en tant que tel. Et puis, on voit effectivement des choses qui changent dans la façon dont les conseils municipaux se forment. C'est notamment la montée des listes citoyennes. Et donc la montée des listes citoyennes, c'est aussi la montée de citoyens en politique qui ne passent pas forcément par les partis politiques. Et donc c'est une ouverture quand même, c'est une ouverture d'air frais, parce que dans les partis politiques, il faut prendre son rang, il faut attendre son tour. Et qu'on le veuille ou non, dans les partis politiques, il y a des formes de discrimination qui existent. Discrimination sociale et discrimination raciale, je crois que, et discrimination par rapport aux femmes, je crois qu'il faut le dire. Donc il y a d'autres voies pour arriver en politique aujourd'hui. Et ce qui est intéressant quand on rencontre des élus qui ont fait ces parcours, c'est que c'est des parcours qui sont très difficiles. Moi, j'ai rencontré plein de gens, de jeunes élus qui, au bout d'un moment, abandonnent parce que c'est compliqué, parce qu'on s'en prend plein la tête, parce que quand on est un élu municipal, c'est pas simple, et que quand on est sans appareil politique derrière, sans formation, sans collectif pour aider à construire une politique, eh ben, c'est compliqué. Et donc, il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est de construire ces collectifs, ces formations, pour pouvoir ouvrir le champ politique. Mohamed, tout à l'heure, tu as évoqué, en fait, par rapport au fait de construire ces collectifs, on a fait plein de tentatives différentes, tout ça. Et donc, je reviens un petit peu dans la suite de l'intervention de Fathi tout à l'heure, en fait, tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, parfois on s'auto-censure déjà, pour commencer. Est-ce qu'on se fait confiance? Et quand je dis se fait confiance, à soi-même et entre nous aussi. Alors, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison suffisante d'être ensemble. Je ne sais pas comment, j'imagine que c'est des sujets que vous discutez à Passons-nous, tout ça, comment tu vois le truc de ce point de vue-là, pour améliorer, pour aller dans le sens de ce qu'a dit. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Moi, je pense qu'il faut se situer sur le point local. Et je vais parler d'une expérience que nous, on a vécue localement à Clichy-sous-Bois. On avait lancé une campagne d'inscription sociale électorale qui avait très bien fonctionné. Et on s'est retrouvé face à nos contradictions où énormément de jeunes garçons, jeunes filles ont été s'inscrire. Mais ils nous ont interpellés en nous disant « Ouais, mais vous êtes gentils, vous nous demandez d'aller s'inscrire. Mais en fait, si c'est pour aller voter pour les mêmes, ça ne nous intéresse pas. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez qu'on aille voter, il va falloir que vous mettiez vos gueules, quoi. D'accord ? Et on s'est dit, c'est vrai, en fait, tu pousses les gens, mais tu ne te poses pas la question de dire pour qui ? Pour continuer le même système ou bien pour essayer de le changer ? Donc, on est parti du postulat où il y avait une échéance qui allait arriver, qui était les législatives. Et en fait, on se présente contre un poids lourd de la politique qui n'est plus là. Je ne vais pas le regretter, hein, je vous dis honnêtement. C'est M. Raoult, ancien ministre de la Ville, député pendant je sais combien de temps, un baron, quoi. Le mec, il a fait toute sa carrière politique. On s'est dit, c'est pas grave, nous, on va y aller, on va voir ce qu'on pèse aussi localement. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir combien on allait peser localement. Localement, ça veut dire qu'à la fin, on s'en fout de ce qu'on fait sur les autres circonscriptions. Ce qu'on veut, c'est savoir localement. Et ben, quand on a fait à la fin des comptes, localement, on est arrivé deuxième force de la ville. Et là, ça pose la question autrement. Et là, on pose le rapport de force. Et on l'a fait, et on a fait en sorte que derrière, au moment où on arrive au municipal, le maire, qui à l'époque était Claude Dillain, est venu discuter avec nous, et on discutait autrement. Et notre objectif, ce n'était pas non plus qu'on soit isolé dans un conseil municipal. C'était de créer un groupe pour pouvoir être élu et de pouvoir constituer un groupe au sein d'une majorité. Voilà. Et on a créé un groupe qui s'appelle Affirmation, en disant c'est bon, on s'affirme, on n'attend plus rien, on ne demande rien, et on y va. Mais ça, on l'a fait parce qu'encore une fois, on a osé le faire, et on ne s'est pas interdit les choses. Et plus on avance, et on n'a pas le droit de s'interdire. Donc je pense que je parle à des gens ici qui quand même ont été aussi moteurs de quelque chose. Ça, là, je ne vais pas te le dire à toi, la question des motivés qui fut un temps quand même quelque chose qui a aussi, dans une autre génération, poussé pas mal de gens à se dire que c'est faisable, c'est possible.
Voilà. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Maggie, oui, j'en suis content pour certains, j'en suis un peu moins pour d'autres, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne servent pas la cause, ils la desserrent aussi, dans leur comportement, dans leur façon de prendre position, ainsi de suite. Et je me dis simplement que il y a des choses qui vont se passer dans pas longtemps. Voilà. Je pense qu'on a vécu aussi une mauvaise expérience avec les quartiers. Quand ils se mobilisent, on est capable de faire ou de défaire quelqu'un. On l'a démontré ces dernières années. On a montré qu'on a été capable de faire en sorte que certains soient élus. Par contre, on n'a pas été respecté par ceux qui, à un moment ou à un autre, ont compris qu'on était un réservoir de voix et qu'au moment où on a été mettre notre bulletin, c'était pour leur dire, donc vous voyez qu'on a un poids, vous voyez qu'on peut peser aussi. Donc la prochaine fois, il va falloir faire autrement. Et ça, on l'a mal vécu à travers ce qui s'est passé avec le Front populaire, avec la démarche où on défend, c'est-à-dire on peut porter vos combats, donc c'est donne-moi tes idées, j'irai les transmettre pour toi. Mais surtout, laisse-moi faire, je le ferai bien pour toi. Et ils n'ont pas été respectueux de gens qui militent dans ces territoires depuis longtemps, qui mènent ces combats. C'est-à-dire que là aussi, c'est une faute politique. C'est le fait de ne pas capitaliser la possibilité de reconnaître ceux qui militent depuis très longtemps et de leur donner la possibilité d'avoir ces espaces-là. On en a débattu plus d'une fois ou ainsi de suite. On continuera à en débattre avec ces personnes-là. Et la seule manière, honnêtement, de se faire comprendre, je le dis, je persiste, c'est que le rapport de force qui va fonctionner. Et si demain, il faut qu'on passe par là, on passera par là pour se faire respecter. Moi, je pars de ce postulat. Et je dis, aujourd'hui, je suis prêt à nous faire confiance, même si dans nos combats, en tant que militants, dans certains territoires, on n'était pas tous d'accord entre nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a plus le choix. On n'a plus le luxe de plus se mettre d'accord. Parce qu'on va finalement à notre perte. Et j'ose espérer qu'on va aboutir à une échéance qui va arriver, qui seront les prochaines municipales, et que c'est notre responsabilité aussi. C'est aujourd'hui notre devoir de ne pas s'autocensurer. Et on doit y aller. Voilà. Merci. Il y a Ali Rani là, qui est au fond de la salle. Et du coup, oui, peut-être juste... vous ferez un concours après, si vous voulez. Ramène la balance. Voilà. Non, ce que je trouve juste... à chaque fois, je prolonge pour des petites questions, parce que, bon, on va pas se mentir, on a souvent, alors pour un certain nombre d'entre nous, souvent l'occasion de discuter. Donc, du coup, je fais rebondir sur des sujets qui nous prennent la tête à chaque fois sur, par exemple, bon, se rassembler alors que on est divers. Alors, pas de la diversité, mais en fait, les quartiers, c'est comme le pays, quoi. Dans les quartiers, il y a des gens qui pensent plein de gens différents, tout ça. Et ensuite, donc, Ali, toi, tu es à Roubaix, toi aussi, tu es un militant politique, tu es chez les Verts oui. depuis longtemps. Moi, je dis toujours les Verts, les écolos et les écologistes. Donc, voilà. Non, moi, c'était pour ouvrir une perspective, ça. Vas-y, ouais, vas-y. Et ça me donne l'occasion. Moi, je suis engagé politiquement depuis 30 ans à Roubaix. Je me suis présenté à X élections. Et ce que dit Mohamed, je veux dire, là, dans 18 mois, il y a des échéances. Je ne vais pas refaire l'histoire avec la gauche, parce que le plus souvent, les problèmes qu'on a eus, c'est avec la gauche et nos camarades de gauche, plus particulièrement le Parti socialiste. Et puis là, l'hégémonie du Parti socialiste, Akli l'a très bien raconté. Il y a une autre forme d'hégémonie à gauche avec nos camarades des filles qui se comportent aussi comme des socialistes parfois sur certains territoires. Moi, je veux ouvrir la perspective. On a lancé avec des militants qui sont dans cette salle ici, avec Salah, avec Mohamed, avec Almani, avec Nabil qui est derrière moi, avec Tarek et d'autres, un projet qui s'appelle l'Assemblée des quartiers. Et c'est maintenant, c'est pas en janvier 2026 qu'il faudra se réveiller. Donc il y a un projet politique qui réunit des militants, on va dire ça comme ça, de plusieurs champs, de plusieurs villes, de Clichy, de Toulouse, d'Angers, de Montpellier, bref, de toute la France, avec une diversité de personnages, bon, avec beaucoup de gars
40, 50, voire 60 ans pour les plus anciens. Non, et l'idée, c'est quoi? C'est que il va falloir se compter. Et là, moi, je vais être sur une position radicale qui n'engage que moi-même, à dire, moi, il y en a marre d'aller chercher nos blazes pour remplir des listes. Moi, ça fait longtemps, mon blaze, je le mets. C'est-à-dire, je colle ma tronche sur une affiche et j'y vais. Et la dernière fois que j'étais dans une élection, je me suis retrouvé au second tour en face de l'UMP et les camarades, entre guillemets, ils n'ont pas joué le rôle. Ils n'ont pas fait le job. Que ce soit les socialistes ou que ce soit les LFI. Et ça, c'est malheureux parce que l'union, c'est toujours derrière nous. Nous, on a un député à Roubaix qui vient d'arriver il y a 2 ans et qui veut faire l'union, mais tous derrière lui. Le mec qui vient d'arriver. C'est pas comme ça, il y a des méthodes. Le mépris démocratique, le mépris des gens du terrain, ça suffit. Donc, le projet de l'Assemblée des quartiers, c'est dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque arrondissement, si vous avez des arrondissements dans vos villes, il faut s'organiser, il faut commencer à travailler maintenant. Et des propositions, vous en avez. Et des capacités, vous en avez. Des compétences, vous en avez. Et après, c'est pas compliqué. Hein. Il faut qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui se lancent. Et nous, c'est toujours pareil. Hein. Qui c'est qui va? Oh non, toi, vas-y. Oh non, vas-y, non, toi, vas-y. Oh, quasiment, c'est un engagement, attention. Prendre des coups, le copain de Marseille disait des contrôles fiscaux. Ouais, c'est une chose de prendre des contrôles fiscaux. Si tu es riche, tu es un peu dans la merde. Si tu n'es pas riche, ça va, ils peuvent contrôler ce qu'ils veulent. Moi, ils contrôlent, je ne suis pas riche, donc contrôlez ce que vous voulez. Après, tu peux avoir des problèmes dans ton boulot. Ça, c'est une réalité aussi. Tu peux après être affiché ici ou là. Mais il faut se lancer. Personne ne fera à votre place et ça ne se fera pas sans nous. Voilà, merci. Merci Ali. La seule chose peut-être alors que je vais vous poser comme question, parce que vous avez parlé des coups de pression, tout ça, bon, je vais en profiter pour dire un truc, comme ça j'équilibre et tout, et pour aller dans la suite de Fatri. Moi je pense que aucune des organisations politiques n'est vertueuse. Bon, tu as cité la LFI et le PS, bon, tu es chez les écolos, bon, on pourrait reprendre plein d'autres exemples. C'est comme ça, c'est la vie politique. Hein, bon. Mais c'est pour équilibrer un peu. Je suis monsieur loyal ce soir, hein, donc que chacun prenne pour son grade. Et et du coup, ça va me permettre de... Voilà, je pose une question peut-être, parce qu'on a parlé des réseaux de solidarité, parce qu'en fait, aussi la question que vous avez posée tout à l'heure sur les coups de pression, sur la difficulté, c'est comment en fait aussi parfois on n'est pas esselé. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on évoque des trucs, qu'on se retrouve un peu affiché tout seul ou toute seule, et que c'est difficile de l'assumer, quoi, parce que ça a un coût. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Il y a monsieur qui a une question, et il y a Ilem qui a une question aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Concernant les partis politiques, je vous renvoie sur un bouquin de Simone Veil, pas celle qui a fait de la politique, mais la philosophe, avec un W, sur la suppression des partis politiques. Voilà. Petite parenthèse refermée. Je voulais poser une question à vous trois, même toi, Salah, tu peux répondre, hein, sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'agrégation lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a parlé des émeutes de 2003 et celle de l'année dernière, suite à la mort de Naël, qu'il n'y ait pas eu d'agrégation lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Ouais, pour ça, un peu le micro de... L'implication des quartiers populaires. Voilà. Moi, je les ai sentis, parce que je me suis impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, je les ai sentis relativement distants, peu impliqués, voire indifférents face à ce mouvement. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci. Il y a Ilem qui voulait prendre la parole, et du coup, je vais prolonger ta question par une autre, parce qu'il en a beaucoup de questions, et comme je parlais beaucoup de questions sociales, bon, on nous oppose beaucoup au monde rural. Et il me semble que pourtant, du point de vue de la question sociale, il y a souvent des points communs. Donc, est-ce qu'on a des solutions aussi là-dessus? Tu as parlé des Gilets jaunes. Je trouve que c'est une question intéressante. Ilham, vas-y. Ouais, moi, je voulais revenir sur ce que disait Marie-Hélène Baquet, notamment sur les jeunes et 2013. Moi, je ne souscris pas à tout ce qui a été dit. Mais en revanche, je pense qu'il est important d'avoir des alliés partout dans la lutte.
Enfin, moi, je vais aux manifestations contre l'homophobie, je vais aux manifestations pour défendre les sans-papiers, même si je ne suis pas forcément concernée. Mais je pense que c'est fondamental que chacun se solidarise des causes, en fait, de justice sociale en règle générale. Parce que là, tout ce que j'entends, moi, je ne suis pas du tout dans le « lui m'a fait ça, lui m'a fait ça, lui je vais le taper ». Lui... Non, en fait, là, l'heure est grave, je pense. Il est urgent qu'on soit solidaires les uns des autres. Parce que, comme tu le dis si bien, Mohamed, faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment une réelle convergence des luttes de justice sociale en général. Et pour revenir sur la jeunesse, moi, je pense que la jeunesse a beaucoup évolué, justement, et elle est très politisée. Elle s'intéresse à la politique, mais il y a énormément d'autocensure. Parce que moi, donc, je suis originaire du Mirail, et au Mirail, il y a des pépites, en fait. Sauf que, vu qu'on ne les considère pas à leur juste valeur, et c'est des personnes très humbles et très pudiques, elles préfèrent aller travailler à l'étranger, elles préfèrent rester dans leur confort à Paris, à Bordeaux ou autre, mais il faut aller les chercher, ces gens-là, en fait. Si on veut qu'ils fassent partie de l'écosystème, il faut juste les reconnaître et aller les chercher. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. On est quand même 6 millions d'habitants dans les quartiers populaires, donc je pense juste qu'il faut juste qu'on se focalise et qu'on se dise, luttons ensemble, même si on n'aime pas un tel, si on n'aime pas un tel, si on n'aime pas un tel, il faut converger, même si on n'est pas concerné, il faut être allié de toutes les luttes sociales. Voilà. Il y a Sébastien et ensuite on reviendra vers vous. Il y a Sébastien qui est là, qui demande là. Vas-y, ouais, merci Bertrand. En fait, comme d'habitude, peut-être que j'aurais dû poser ma question en première partie. Parce que franchement, je suis à la fois rassuré parce que quand même... Approche le micro un peu plus. Je suis quand même rassuré parce que ça fait un moment que j'ai Origine Contrôlée et c'est les 10 ans de Passe en nous. Et quand même, malgré toutes les divergences et les choses qu'on peut avoir, finalement, c'est des choses qui tiennent. Et peut-être qui tiennent plus par rapport aux divisions qu'il peut y avoir dans les partis politiques. Et quand même, c'est quelque chose qui est rassurant. Ça veut dire qu'il y a une base solide et qu'il y a du fond. Et la question que je voulais poser, c'est en fait, quand je dis je suis terrorisé, c'est quand même, on ne peut pas ne pas parler de l'extrême droite dans un débat comme ça. On ne peut pas parler du recul de l'état de droit insupportable, y compris par rapport au quartier. À Montpellier, récemment, il y a une expulsion punitive. C'est des trucs qui sont complètement hallucinants, qui sont complètement arbitraires, auxquels aujourd'hui on est confronté. Et moi, je crois quand même, pour revenir à la 16e République, il faudra qu'il y ait une 16e République. Parce que tout à l'heure, le camarade, il parlait des Gilets jaunes. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de contact entre les quartiers et les Gilets jaunes. Il y a la collègue qui, tous les ans, que je rencontre tous les ans, Origine Contrôlée, qui a été réprimée lors du mouvement des Gilets jaunes. C'est Almami qui m'a convaincu pendant toute une nuit de participer au mouvement des Gilets jaunes. J'ai été réprimé moi-même dans mon quartier à Clermont-Ferrand après avoir organisé une réunion Gilets jaunes quartier populaire. Je veux dire, bon, il faut que les gens aussi ils s'intéressent, ils voient peut-être un peu plus en détail avant de faire des critiques sur l'état des mouvements politiques et sociaux qui se posent en France. Mais quand même, je voulais vous poser la question à tous. Je voulais savoir comment vous voyez... Ce qui est rassurant pour rejoindre Ali aussi, je vois des telles nouvelles, des nouvelles personnes. Moi, j'ai suivi le mouvement Passe en nous depuis le début. Franchement, j'espère vraiment que vous allez y aller pour les municipales. Vraiment, il ne faut pas hésiter parce qu'il faut vraiment compter que sur nous, que sur la société civile. Moi aussi, ça fait 30 ans que je fréquente les partis politiques. J'ai tout le temps eu ma carte à un parti politique parce que chez moi, c'est culturel, ma famille est républicaine depuis plusieurs générations, etc. etc. Mais j'ai surtout eu un pied en dehors parce qu'il faut aussi une société civile, il faut un contre-pouvoir aux politiques. Et nous, on a cette vision-là, et bien souvent, les gens qui sont trop rentrés dans la politique ou trop rentrés directement n'ont pas. Donc c'est notre force. Mais s'il vous plaît, répondez-moi sur le recul de l'état droit et l'extrême droite, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète. Merci Sébastien. Je vais vous laisser répondre sur ça et sur ce que disait Ilham, sur la convergence des luttes. Et peut-être qu'on dira 2 mots peut-être tout à l'heure sur l'Assemblée des quartiers. Je cherche toujours Taïeb du regard sur c'est le maître de la montre, mais je ne sais pas s'il est là. Mais vas-y, répondez, si vous voulez bien répondre. Alors, sur les convergences et ainsi de suite, il en existe, on ne va pas se mentir, mais le mot convergence, qu'est-ce qu'il veut dire aussi? Qu'est-ce qu'il signifie? Je veux dire, est-ce qu'il doit signifier le fait de venir converger parce qu'à un moment ou à un autre, on essaie d'hiérarchiser les luttes? Il faut se poser les bonnes questions. Et je vais juste donner des exemples précis. Concernant la question des gilets jaunes et au moment où est-ce qu'on disait, tiens, les quartiers populaires, ça ne se mobilise pas, et ainsi de suite,
c'est pas que ça se mobilisait pas. C'est que dans les quartiers populaires, il y en a qui se battaient pour acquérir des droits. Dans les Gilets jaunes, les gens se battaient pour ne pas perdre leurs droits. Et quand nous, on est en train de crier haut et fort qu'on aimerait qu'on ne soit pas seul dans nos combats, on n'a pas été spécialement entendu. Et je vous donne un autre exemple, pour essayer juste que vous arrivez à vous situer. Longtemps, on a parlé de la question des violences policières. Souvenez-vous que ça venait surtout en majorité des quartiers, parce qu'on subissait des comportements de certains policiers qui étaient juste pas normaux. Et qu'on était un peu seul dans ce combat-là. Alors, il a fallu qu'on en parle quand on a commencé à ce que des gilets jaunes et que ceux qui étaient dans la rue représentaient un peu plus le paysage de gens qui étaient souvent composés de classes moyennes, de blancs, on va dire, ou ainsi de suite, et qu'ils ont commencé à subir ces violences policières, qu'on a commencé à démocratiser le mot violence policière et qu'on a dit « Ah oui, il y a des violences policières ». Donc c'est pas une histoire de nous opposer, c'est juste une histoire de dire qu'à un moment ou à un autre, lorsque nous, on est en train de crier des choses et qu'on est en train de lutter contre ces choses-là, on se sent un peu seul. Et on aimerait qu'à un moment ou à un autre, là, on attend la convergence des luttes. Et malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous. Et ce n'est pas juste parce qu'on est rancunier qu'on n'y est pas. C'est qu'à un moment ou à un autre, on a, par le fait de démontrer ce qui s'est passé, fait agréger cette question-là. Et cette question, elle est devenue un problème qui a été même repris par des responsables politiques et qui l'ont posé. Mais il a fallu attendre ça, je veux dire. C'est pareil pour l'état d'urgence. Je termine là-dessus, Salah. Je t'en prie, vas-y. 2005, qu'on veut pas. Et moi, je ne suis pas en train d'hiérarchiser, il y a eu plus de ceci ou cela avec l'histoire de Naël, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a duré 3 semaines, l'histoire après la mort de Zédé Bouna. Ça a eu autant de conséquences sur des gamins qui se sont retrouvés avec des casiers judiciaires et qui ont perdu leur emploi. Si on fait le compte, on verra qu'on est dans une démarche qui est devenue beaucoup plus violente. Parce qu'à l'époque, on était juste sur du matériel et on ne s'en prenait pas, je veux dire, sur des choses, ainsi de suite, qui ont aujourd'hui fait la montée cette question de violence. Et déjà en 2005, la réponse, elle n'était pas sociale, elle était répressive. Et on a sorti des lois contre tout ceci ou cela. Mais je reviens sur mon sujet. 2005, on décrète un état d'urgence pour les quartiers. Il en existait 2 à l'époque. Je l'ai connu pendant la guerre d'Algérie et sur la question de Nouméa en Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et la 3e fois qu'on la décrète, elle concerne les quartiers populaires. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens s'offusquer de dire c'est inadmissible. Comment on peut en arriver là? Il a fallu attendre 10 ans derrière, parce qu'il y a eu des attentats, qu'on a commencé à dire tout simplement qu'on décrète un état d'urgence pour que certains puissent commencer à dire c'est nos libertés qui sont touchées. Et c'est comme ça que nous, on a commencé à avoir des convergences, et c'est comme ça qu'à l'époque, on a travaillé avec Alternativa, parce qu'il y avait à l'époque, vous savez, la COP21, toute manifestation était interdite, et donc on touchait à nos libertés, et que là, on a effectivement juste réussi à se parler et à se faire comprendre en disant quel dommage que vous n'étiez pas là au moment où ça s'est décrété pour nous. Et c'est juste comment on arrive à avoir un équilibre pour se dire que quand on parle de justice sociale dans les quartiers, quand dans la justice sociale on parle de la vie et des conditions humaines des personnes, parce que quand on parle de ça, on parle de santé, d'éducation, de services publics, du droit à la culture, du droit, je veux dire, à pouvoir travailler dignement, et ainsi de suite. On n'est pas sur ce registre-là. Et donc, ce qu'on évoque, c'est tous ces combats-là, en fait, qui clairement doivent aussi nous rassembler sur ces champs-là. Et ce n'est pas de venir nous demander, à nous, à la fin, de dire, on ne comprend pas, ils étaient où les quartiers quand il y a eu les Gilets jaunes? La vraie question, c'est de se poser la question, pourquoi ils n'étaient pas là? Et pas à l'inverse. Et là-dessus, c'est aussi sur le reste des sujets que j'évoque,
qu'il faut qu'on se pose la question dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. Ouais, c'est vrai qu'en plus, peut-être sur la question des Gilets jaunes, j'ajoute un élément. En tout cas, c'est des choses qui nous sont remontées. C'est que bon, c'est un mouvement qui a été l'objet d'une répression assez importante et beaucoup de gens, quand même, justement, qui sont plutôt dans les quartiers populaires. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire bon, déjà, tu vois comment ils tapent sur des blancs. Alors, si nous, on y va, on va en prendre 10 fois plus, quoi. Ouais, non, mais je le dis en blaguant, mais il y avait aussi ça, quoi, quand même, hein, cette réalité-là. Si tu veux, Marie, il nous reste 5-10 minutes. Ouais, je vais aller vite. Sur ce qu'a dit Sébastien, oui, tu as raison. Il faut effectivement poser le contexte. Et on le disait ce matin, on est dans un contexte très particulier avec effectivement l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et donc qui crée d'autant plus d'urgence, en fait. Une urgence de s'organiser et une urgence de faire alliance et de faire alliance avec d'autres. Alors, il y a quand même eu des choses intéressantes au moment des législatives, parce qu'il y a eu des endroits où c'est quand même la société civile qui a fait en sorte que l'extrême droite n'est pas passée devant, parce qu'il y a eu cette mobilisation très forte et de forces très différentes. Je pense à des collectifs comme ceux de Caroline de Haas, la primaire populaire, etc. Il y a eu plein de choses à côté des partis politiques. Et c'est ça qui a fait... c'est vraiment cette mobilisation qui a permis qu'il y ait une victoire entre guillemets, quoi. Donc il me semble que c'est ça qui est sans doute ça qui est à construire. Et juste sur la jeunesse des quartiers populaires, je ne dis pas du tout que la jeunesse des quartiers populaires n'est pas engagée. Elle est très engagée, sous plein de formes, mais qui ne sont pas des formes traditionnelles dans les partis politiques ou vis-à-vis de la politique institutionnelle. Elle a beaucoup de distance par rapport à la politique institutionnelle. Elle est engagée dans plein de formes de solidarité. On l'a vu au moment du Covid, etc. Il y a des maraudes, sur les questions écologistes, etc. Mais l'enjeu, c'est aussi que ces engagements débouchent à un moment donné sur des revendications et d'autres voies politiques. Et donc, ça amène à réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer la façon de faire de la politique aujourd'hui et de faire de la politique électorale. Et puis, juste un dernier point, moi, il me semble que ce à quoi on assiste aussi, c'est quand même à une forme de morcellement politique dans beaucoup de villes. Aux dernières élections municipales, il y a des villes qui sont passées à droite parce qu'il y avait X listes citoyennes et de gauche. Et voilà, si quelque chose se construit, comment faire en sorte d'éviter les batailles d'ego, les batailles de groupe, pour construire voilà, des listes autour d'un contenu, vraiment, et en travaillant d'abord sur les contenus plutôt que sur les noms. Oui, et puis bon, alors je le dis parce qu'on arrive proche de la fin, bon, on a beaucoup évoqué la question politique du point de vue de la question électorale ou de la question institutionnelle, mais évidemment, pour revenir à ce que disait, et puis Liam, elle l'a un peu évoqué, il y a évidemment beaucoup de gens qui se mobilisent, et c'est pas parce que... parfois, il y a aussi des gens qui pensent que les élections, bon, c'est pas leur terrain favori, quoi. Il y a aussi d'autres formes de mobilisation. Le pouvoir, il est aussi... pas que dans les instances électives, hein, je veux dire, bon, Tarek n'est pas là, mais souvent il disait, je ne sais pas s'il est là ou pas, il est là Tarek ou pas? Non, il n'est pas là. Parce que souvent je trouvais intéressant, il disait en fait le premier lieu du pouvoir, bon, là on a un contre-exemple parce qu'on a un super centre social au quartier, mais il disait les premiers lieux de prise de décision qui sont proches de nous, c'est être capable de être au CA du centre social, avoir le pouvoir aussi dans ces lieux-là. Donc il y a plein d'endroits où on doit... Et puis après, juste pour finir, bon, parce que je le redis, on l'a dit en ouverture du festival, il y a aussi, singulièrement dans la période dans laquelle on est, les mobilisations de la jeunesse sur la question internationale et sur la solidarité avec la Palestine et le Liban aujourd'hui, qui sont quand même des mobilisations très très importantes et là qui traversent différents types de jeunesse, de courants, tout ça, et voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas y être puisqu'on est là, mais on y aurait été, on l'a dit en ouvrant l'édition du festival. Je vous rappelle que c'est pratiquement jour pour jour, à 3 jours près, ça fait 40 ans que Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné, c'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Voilà, c'est une situation totalement unique. Il y avait un rassemblement aujourd'hui devant la prison de Lamennezan. Voilà, on est en pensée avec les gens qui y sont. Voilà. Je te laisse répondre sur la suite.
moi, sur ce que tu dis, enfin, c'est important parce qu'il y avait quand même, à l'époque, on avait une stratégie du sens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voulait pas laisser les médias aux mains de milliardaires qui pourraient en faire ce qu'ils voudraient. Et ces médias, aujourd'hui, ils influent et ils infusent dans la société. Ils permettent justement, normalement, effectivement, le service public était censé contrôler ces médias. Aujourd'hui, l'ARCOM ne fonctionne plus. Donc, il y a des dysfonctionnements comme ça qui permettent de raconter un récit. En fait, ils sont en train de monter un récit qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas visible. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous déshumanisent. Et donc, effectivement, nous serions, le droit ne serait pas suffisant pour le côté. C'est-à-dire que c'est comme le double standard. C'est-à-dire comment passer tout ça, les gens ne respectent pas le droit et ils vous accusent d'être pour telle ou telle raison. C'est-à-dire qu'on trouve des sujets. Mais quelle que soit l'action, quand on est une démocratie, c'est le droit qui s'impose. On ne peut pas agir comme d'autres. On a effectivement le droit international, il y a des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que on ne peut pas aussi, quand on est militant pour l'égalité, refuser l'égalité aux autres. Ça a été dit par quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ne parle pas de convergence des luttes parce qu'il ne s'agit pas d'uniformiser les gens. C'est les synergies des luttes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on est dans la synergie avec ceux qui luttent pour leur dignité. C'est ça le vrai message. C'est qu'on se bat tous pour la dignité humaine. Et c'est ce combat qu'on doit essayer de mener ensemble. Et je te le dis parce que c'est des éléments importants. Et c'est vrai qu'on parlait du rapport de force. Salah a bien précisé que des lieux de pouvoir, il y en avait partout. Et moi aussi, il y a un élément important. C'est qu'il faut qu'on arrête de répondre aux injonctions. Il faut qu'on arrête de rentrer dans les débats tels qu'ils nous sont posés. Moi, je le dis en anecdote, j'ai dit à moi, j'étais sur un plateau où quelqu'un m'a dit, à l'époque, il y avait eu les attentats, etc. Il m'a dit, monsieur Bellouli, est-ce que vous vous désolidarisez? Je lui dis, pardon? Il me dit, est-ce que vous vous désolidarisez? Il parlait des musulmans, islamistes, je sais pas, toujours la rhétorique. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, je vais porter plainte contre vous pour diffamation. Il m'a dit, comment ça? Je lui dis, vous venez de me diffamer, monsieur. Il me dit, comment ça? Je lui dis, parce que vous êtes en train de me dire que j'aurais pu être solidaire. Parce que pour se désolidariser, il aurait fallu que je sois solidaire. Donc vous pensez que je suis solidaire. Donc c'est de la diffamation et je vais porter plainte contre vous. Parce que ça suffit, ça, les injonctions. Ça suffit de nous cornériser ou de nous culpabiliser. Je ne suis pas responsable, je suis un citoyen. Et la citoyenneté, c'est chaque citoyen est responsable de ses actes et pas de ceux des autres. Donc il faut qu'on remette il faut qu'on arrête de leur répondre, parce que je le vois dans les plateaux. En fait, c'est eux qui nous posent les clés du débat, c'est eux qui agressent et c'est eux les victimes, parce que justement on leur répond un peu fort et comme on a le sang chaud, on répond fortement. Et donc il dit, ah ben vous voyez, ils sont violents. Mais c'est la violence de votre question que je n'ai pas compris, madame. C'est la violence. Et donc il faut résister à cette violence. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons être responsables pour les autres. Ceux qui disent que nous ne sommes pas responsables, c'est nous qui essayons d'être le plus responsables dans cette société, parce que nous savons très bien que le maintien de l'ordre, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Quand la vie est en danger, elle est plus forte. Les gens qui viennent mourir, on dit que les gens viennent profiter des aides en France. Mais alors pourquoi ils traversent la Manche pour aller en Angleterre où il n'y a pas d'aide? Parce qu'ils veulent du travail. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Il faut qu'on arrête de tomber dans leur panneau, d'essayer de leur justifier. Ces gens, ils viennent parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'ils fuient les guerres, parce qu'ils fuient tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas respecté, parce que c'est nous qui polluons le plus. Eh bien, ces gens essayent de chercher la vie et nous, on voudrait faire croire que ce sont des gens qui veulent profiter. Bon, là, tu m'as cassé mon truc de que je voulais pas que ça applaudisse. Moi, je t'applaudis aussi, allez. Allez, Jamel, allez, les 5 dernières minutes. Jamel, j'ai vu que tu avais Jamel Blanchard. J'en profite, vraiment, bon, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais je sais que vous continuez vos travaux demain. Mohamed, ici même d'ailleurs. C'est ouvert au public ou... Donc, ici, demain matin, il y a la dernière plénière des 10 ans de Passe en nous. Bon, c'est le matin, c'est à 10h. Voilà, mais on aura dormi 1 heure de plus parce qu'on change d'heure, donc ça se tente. Et voilà, juste avant que de passer la parole, peut-être pour finir, à Jamel Blanchard. Il est où Jamel Blanchard, c'est celui qui a le bonnet là-bas. Voilà, et donc du coup, on n'a pas beaucoup évoqué notre projet tu l'as évoqué rapidement, Mohamed et Ali, tout à l'heure, de l'Assemblée des quartiers. Alors bon, voilà, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On tente à quelques-uns, quelques-unes à travers toute la France. Ici, par exemple, il y a Jamel. À ses côtés, il y a Al-Mami, Mohamed Meshmash. Il y a des gens de Toulouse, Ilem. Bon, une énième tentative. Et en fait, qui s'appelle l'Assemblée des quartiers. Bon, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais pour vous donner l'état d'esprit dans lequel on est, tu parlais de la création des collectifs, on en arrive nous-mêmes à se poser la question de comment on peut être ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si on n'a pas les mêmes trajectoires, mais parce que on a, je vais citer Tarek, il n'est pas là, mais voilà,
comme il disait, parce que ceux qui ont les quartiers au cœur, en gros, ceux et celles qui ont les quartiers au cœur et qui pensent que c'est un sujet central, on essaye encore une fois. Voilà, c'est ça que évoquaient Mohamed et Ali Rani tout à l'heure. Et Jamel, je te laisse presque le mot de la fin. Non, mais comme je dis, il y a la droite, il y a la gauche, il faut qu'il y ait le sud. Donc il y a une page Instagram, une page Facebook pour l'Assemblée des quartiers d'ailleurs aussi qui est intéressante. Non, je voulais juste te dire que on a parlé de la problématique de cette société qui nous enferme un petit peu dans une démocratie représentative. Mais tous les outils, les leviers sont intéressants. Après, au niveau du mouvement social, je pense que si on s'attardait sur la question du calendrier, ça pourrait être intéressant aussi. On a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure. Effectivement, à ce moment-là, nous, on regardait, on était spectateurs. Peut-être que si tout le monde agissait en même temps, au même moment, le système serait encore plus aux abois. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire un appel, parce qu'on regarde un peu comme de l'exotisme ce qui se passe en Kanaki, en Martinique, en Guadeloupe. Je vois malheureusement pas assez de mouvements sociaux justement qui peuvent se mobiliser en même temps, parce que tout le monde est concerné par les problèmes de l'inflation, mais aussi par le traitement néocolonial dont on est tributaire dans les quartiers populaires. C'est pour ça que regardez ce qui se passe, mais ne regardez pas seulement. Il faut qu'on soit beaucoup plus solidaire en France hexagonale de ce qui se passe en Kanaki. Et je pense d'ailleurs, je lance franchement vraiment un salut au CCAT, au Parti travailliste, à Souveraineté Kanaki, mais aussi à ce qui se passe en Martinique, où la jeunesse se lève avec le RP PRAC aussi, mais grâce aussi à la configuration et à ce qu'on portait comme graine le MIR ou d'autres mouvements indépendantistes, autonomistes ou des mouvements qui sont justement décoloniaux et antiracistes. Donc ça, c'est très important ce qui se passe actuellement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Je pense aussi à La Réunion avec QG Zazalé, que je salue, QG Zazalé, et puis le Kaobuntu. Donc tous ces moments-là, il faut les regarder pour pouvoir se rencontrer. C'est ce qu'on a fait à l'Assemblée des quartiers notamment, et faire en sorte, j'espère qu'un jour, que tous les mouvements de mobilisation sociale, tous les mouvements de lutte légitime puissent en même temps se lever pour que le système puisse tomber un jour, parce qu'il mérite de tomber. Merci. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'en fait, d'ailleurs, quand on a parlé de la Kanaki avant-hier, Taïeb, on a évoqué, bon, les choses ne sont pas similaires, mais justement, il y a eu des parallèles qui ont été faits sur les révoltes en ce moment en Nouvelle-Calédonie et parfois dans les quartiers populaires, la question de la jeunesse. Il y a quand même des... Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Almami, je t'en prie, vas-y. Oui, rapidement, il y a Sébastien qui a évoqué la question. Effectivement, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas assez suffisamment entre nous sur la question de l'extrême droite. Je ne vais pas parler sur le plan politique, mais le plan terrain. Jamel, on s'est souvent au téléphone. Il faut savoir qu'on a certains territoires où nous avons nos réseaux très actifs. Les derniers épisodes que nous avons essuyés, c'est passé à la trappe, mais il faut savoir que certains ont pris une certaine confiance sur le terrain et n'hésitent pas à relancer les ratonnades. Et si on n'est pas vigilant à ce niveau-là, effectivement, on doit continuer à avoir nos débats de réflexion et de s'organiser politiquement et autres. Mais sur le terrain, on se pose la question déjà, qui va défendre nos sœurs, nos mères, nos cousines, les plus fragiles d'entre nous? Qui va les défendre si demain ils tombent sur des groupes extrémistes? À ce niveau-là, comment on s'organise? Donc, dernièrement, j'évoquais le fait que on va être amenés une nouvelle fois à être dans une forme d'autonomie à ce niveau-là, d'autodéfense. C'est que on a certains de nos gamins qui sont organisés, mais pas dans le bon sens. Il va falloir qu'on les accompagne aussi et à être préparés. Si demain, je ne vais pas parler de guerre civile, je ne vais pas reprendre le discours des médias, mais qu'on soit suffisamment préparé si jamais ça doit arriver. Et comment être efficace quand on va être amené à réagir. Et j'aime pas utiliser ce mot réagir, puisque en réalité, on doit être dans l'action continue et pas être en réaction d'eux. Et moi, j'ai peur, parce que certains d'anciens ont fait le travail dans les rues à une certaine époque. Mais il y a eu un loupé. Et je me permets de reprendre certains anciens qui, effectivement, ont débarrassé nos rues, certaines de nos rues, de ces nazillons qui pensaient qu'ils étaient les maîtres dans les rues. Mais eux se sont dissimulés dans l'armée, dans la police, où certains sont en col blanc aujourd'hui. Et nous, à ce niveau-là,
on ne va pas continuer à subir à ce niveau-là leur politique. C'est qu'à ce niveau-là, j'incite tous ceux qui sont en capacité justement de pouvoir mettre en place, j'ai envie de dire, pas des camps d'entraînement, mais prendre sérieusement le fait qu'en face, ils mettent en place des camps d'été où ils s'entraînent, ou des salles de sport. Mais le problème, c'est qu'on a le phénomène du MMA, donc du sport de combat en vogue, qui met dans la tête de nos gamins que c'est un sport dans lequel ils peuvent devenir très riches. Pas dans le bon sens. Et à ce niveau-là, on a une responsabilité aussi. Donc, effectivement, on est certains à se rencontrer, à essayer de faire bouger les lignes sur le plan politique. Mais à ce niveau-là, il faut aussi qu'on soit aux aguets. Merci Almami. Alors on ne sait pas c'est quoi là, mais c'est vrai que on a déjà eu l'occasion d'en parler. Moi, je ne sais pas encore de donner de pistes de solutions. Et je vais vous donner la parole puisqu'on va arrêter la discussion pour ce soir. Mais il y a en tout cas un sujet de réflexion qu'on doit nécessairement avoir, puisqu'on sait que certains extrémistes de droite prennent de plus en plus la confiance dans la rue. Et en plus, quand ils prennent la confiance, c'est aussi souvent pour agresser des personnes seules, des femmes beaucoup, et particulièrement des femmes ou des hommes musulmans. Enfin voilà, il y a quand même des affaires. Voilà, on ne l'a pas évoqué ce soir, mais la question de l'islamophobie, c'est pas seulement une vue de l'esprit, un débat. Ça a des conséquences très 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 concrètes pour les personnes dans leur vie. Voilà. Je vais vous laisser un mot chacun, si vous voulez. Juste dire peut-être, donc demain matin, ici même dans cette salle, il y a la plénière, la dernière plénière en fait, de vos travaux sur les 10 ans de Passe en nous. Voilà, donc c'est ouvert au public. Voilà, et puis ensuite, on aura l'occasion de se donner voilà, d'autres temps de débat en dehors du festival, évidemment, et ailleurs qu'à Toulouse. Notamment parce que je le dis sincèrement, on en parlera demain, mais c'est vrai que je trouve que ce qui était intéressant, je vais dire voilà, comme je le pense, mais je le redirai demain, moi je faisais partie des sceptiques, tu le sais Mohamed, je n'ai pas rejoint Passe en nous, je ne sais pas si, mais en tout cas, je trouve que moi je tiens à saluer le travail que vous avez fait de mise en réseau au niveau national, et je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on ne s'est jamais éloigné les uns des autres. Pardon ? Il n'est jamais trop tard, elle a dit. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'en fait, c'est aussi ça. Je trouve que, bon, je le dis, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est aussi parce que je trouve que, je ne sais pas si je vais rejoindre ou pas, mais peu importe. Ce que je trouve, c'est intéressant ce qui s'est passé. Ça a rassemblé des gens, ça fait du réseau un peu partout, ça fait des gens un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et voilà, la preuve en est ce soir de ce rassemblement national que vous organisez à Toulouse. Voilà. Alors, justement, la plénière de demain, elle est, passons-nous, vue de l'extérieur. Donc c'est intéressant parce que ça va être cette thématique, elle est sur trois temps. Je dirais ce qui ne m'a pas plu alors. Demain. Exactement. Non, mais elle sera sur 3 temps. Parce que, encore une fois, je veux dire, peut-être de gens pensaient qu'on allait pouvoir être dans la durée, parce que c'est pas évident. Déjà, même que localement, on a du mal à se mettre d'accord. À réussir à tenir pendant 10 ans sur une échelle nationale, je trouve que c'est pas rien, quoi, je veux dire. Donc, on peut être aimé, on peut être détesté. Et puis, comme disait Akli tout à l'heure, si on est critiqué, c'est qu'on est aussi agissant. Et ce qui est intéressant à un moment ou à l'autre, c'est aussi de se questionner soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment ou à l'autre, on ne peut pas tous dire qu'on est les meilleurs sans qu'on ne puisse pas faire notre autocritique. Et donc demain, c'est consacré à ça. C'est aussi consacré effectivement à nos victoires. Il faut savoir aussi des fois avoir malheureusement des contre-victoires ou ainsi de suite. Mais c'est comment on a évalué et évolué pendant ces 10 dernières années, quoi. Donc demain, il était intéressant de pouvoir débattre et d'inviter différents actrices et acteurs à avoir leur regard différent et de pouvoir un peu avoir aussi le droit de dire si c'était bien ou pas bien, quoi, voilà. Et pour finir sur la soirée là, il faut juste qu'on continue à créer ces espaces-là et ces temps-là. Je veux dire qu'il faut qu'on arrive à les mutualiser comme on fait, parce que
il y a aussi quelque chose qui va être, qui va encore venir fragiliser les habitants de ces quartiers. C'est les politiques publiques qui vont être menées, qui sont menées. Et ça aura un impact automatiquement sur la vie des gens. Et ça, on ne doit pas rester spectateur, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on sait très bien qu'il va y avoir, on vous dit qu'il va falloir faire des économies. On sait très bien qu'il va les subir les premiers. On sait très bien qu'aujourd'hui, et c'est pas à ça là que je vais le dire, et à d'autres qui sont aujourd'hui dans le militantisme et qui sont aussi dans le domaine associatif, il va y avoir des coupes. Et les coupes, on va les subir. Donc là, on a la chance d'organiser des temps comme ça parce qu'on s'est démerdé les moyens qu'il faut, ainsi de suite. Mais il va falloir trouver d'autres ressources à un moment ou à un autre. Et là, il va falloir aussi un peu de solidarité pour pouvoir aussi venir continuer à nous permettre d'avoir des temps comme ça et d'échanges. Et j'ose espérer que l'année prochaine, on aura aussi ces échanges-là et qui seront peut-être y compris ouverts à ces partis politiques que depuis tout à l'heure, on est en train de nommer. Il y avait pas mal de responsables. Oui, je sais qu'il y en a dans la salle et ainsi de suite. C'était pas facile peut-être. Mais non, mais je veux dire, c'est que si on doit avoir ce temps-là et d'échange, c'est parce qu'on va parler de la question du concret et de comment ça doit s'organiser, y compris sur les échéances qui vont arriver, qui sont les municipales. Je suis désolé. Il va y avoir peut-être des législatives parce qu'on sait très bien qu'il risque d'y avoir une dissolution. Donc ça va être encore un épisode supplémentaire. Mais il va falloir que certaines personnes se rappellent aussi de la faute politique qu'ils ont commis et que j'ose espérer qu'ils seront conscients de tout ça, quoi. Oui, et je te remercie infiniment, Salah, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est important. Je veux dire, c'est le festival d'origine contrôlée. On a été invité plusieurs fois, ainsi de suite. Mais qu'on a pu, cette année, le co-organiser, organiser cet échange, ce débat qui va se poursuivre demain, participer aussi à ce qui va se passer ce soir, ainsi de suite. C'est aussi comme ça qu'on fait les convergences, qui sont des sujets qui rassemblent énormément de gens, qui viennent de différents territoires, qui savent pourquoi ils sont là, quoi. Et qu'on n'a même pas besoin de le dire. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été convaincus par une injustice et qui pensent que c'est aussi l'espace, à un moment ou à un autre, de pouvoir en parler, quoi. Merci Mohamed. Donc j'en profite puisque tu l'as évoqué. On avait des élus dans la salle. On a Odile Morin qui est conseillère municipale et métropolitaine. Antoine Maurice qui est conseiller municipal et métropolitaine dans l'opposition, tous les deux. François Picmal qui est député de la Haute-Garonne. Régis Godet qui est, il est là. Là-bas, il est là. Voilà. Régis Godet. Et Rachida Lucaso qui est conseillère régionale. Voilà, qui est conseillère régionale et qui nous accompagne sur pas mal de nos événements. Voilà, bon, donc je ne sais pas si j'espère que je n'ai pas fait d'impair, que je n'ai pas raté d'autres élus, parce que là, dans ce cas-là, c'est le... Voilà. Mais s'il y en a d'autres, je les salue. Voilà. Donc, je te laisse... Très rapidement, je vais finir avec la question de Sébastien sur le contexte. Il me semble que les quartiers populaires... et leur forme d'organisation sont une des réponses et un des lieux où peut se construire un barrage par rapport à l'extrême droite, et pas seulement un barrage, où peut se construire aussi un nouveau projet politique. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut éviter toutes les oppositions factices entre... tu posais la question tout à l'heure, Salah, mais quartier populaire et monde rural, il y a les mêmes enjeux. Et voilà, toute la dynamique qu'on a eue avec le rapport, avec Passons-nous, montre que des quartiers populaires peuvent naître des propositions qui ne concernent pas que les quartiers populaires, mais qui appellent à transformer la société, à transformer notre modèle politique. Donc, voilà, je pense qu'il y a une responsabilité particulière qui repose sur les quartiers populaires, en allant voir, bien sûr, en ouvrant des ponts. Merci Marie-Hélène. Akli, un dernier mot? Ouais, enfin, le dernier mot, j'espère pas, parce que j'espère qu'on ouvre une page. Alors, moi, puis c'est toujours un plaisir quand je viens de retrouver des visages familiers en vrai,
Donc je les salue. Et puis surtout ceux du Val-de-Marne, c'est normal, un peu de chauvinisme. Donc il y a Almami que j'ai connu dans ses débuts, qui a toujours été dans sa ligne de militant. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amertume, il arrive à avancer, il construit, il a été candidat au régional en Île-de-France. Il continue et j'aime bien parce que c'est aussi d'avoir de la constance dans son engagement. Et je le salue parce qu'il est là. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas élu, donc il ne vote pas pour moi. Mais en tous les cas, donc je ne l'achète pas, mais j'apprécie. Un grand acteur aussi. Voilà, faut pas un oublier. grand acteur et un grand militant et toujours engagé à Fresnes, donc parlant de chez moi. Mais juste dire que et je suis toujours heureux de venir, tant que je pourrais le faire, je le ferai, de venir, y compris chez les motivés, venir à Passons-nous quand ils le demandent, à la Société parce que je pense qu'il ne faut pas confondre unité et uniformité. Je crois que la richesse, c'est justement de ne pas être uniforme. C'est ça, c'est ce qui manque aussi des fois dans les appareils. Et je le disais aussi quand on a fait les accords, je faisais partie de ceux qui ont plaidé pour un accord à 4 au LFP, plus les ONG, et non pas un accord à 3 comme ça a été voulu au départ. Et donc voilà, on était quelques-uns, c'est important, parce que je crois que l'uniformité, c'est ce qui nous empêche d'être innovants et d'évoluer et d'avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et n'oubliez pas qu'on parle des municipales, mais je vais vous faire une petite confidence, les municipales, c'est ce qui définit aussi les postes de sénateurs. Je vais prêcher pour ma paroisse un peu. Et donc des fois, quand on a 300 dans un département comme le mien, sur 2000 et quelques élus, grands électeurs compris, quand vous avez 300 voix, vous faites un sénateur. Donc ne l'oubliez pas, parce que c'est aussi comme ça qu'on se donne de la visibilité. N'essayons pas toujours de voir. Et je vous le dis, il faut que l'escalier fonctionne, l'escalier social, parce que l'ascenseur, c'est vrai que c'est plus compliqué, il y a beaucoup d'entretien et tout, et c'est toujours difficile à faire marcher. L'escalier, on compte sur nos jambes. Et donc attention, parce que l'escalier, Odile, elle va te dire que... Je le sais, j'ai vu Odile sur l'image, mais Odile, l'escalier aussi peut s'aménager, il y a des rampes qui fonctionnent très bien, et elles fonctionnent parfois mieux que les ascenseurs d'ailleurs. Donc voilà, tu vois, pour la mobilité, il n'y a pas de problème, on se bat d'ailleurs, et peut-être aussi, il fait gaffe parce qu'on a beaucoup de retard en termes de mobilité, nos feux rouges, etc., nos passages piétons, c'est catastrophique. Donc si tu ouvres le débat, Hélène va pouvoir remonter au créneau. Mais voilà, moi je voulais là-dessus et dire que effectivement j'ai beaucoup plaisir à retrouver Ahmed, etc. et d'autres, parce que en fait, il faut qu'on arrive aussi à se faire confiance les uns les autres, il faut qu'on arrive à sortir de la critique. Et en fait, aujourd'hui, plus on émerge, mieux c'est, parce que c'est justement ça qui fait qu'on montre aux gens et à tout le monde qu'effectivement, nous sommes des gens responsables qui, avant vous de construire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai connu ça, je le dis, j'ai peut-être aussi, on commet tous des erreurs. En fait, le problème qu'on a souvent, c'est que dans les quartiers populaires ou des autres, celui qui arrive, il ferme la porte, il essaie de fermer la porte, mais en plus, il se croise les doigts dedans, donc ni il peut avancer, ni il peut ressortir, parce qu'il veut prendre toute la lumière, il ne veut pas laisser de la lumière aux autres. Je crois que la lumière, ça se partage, et si on pouvait ne pas être uniforme, mais être dans l'unité et savoir partager la lumière, je pense qu'on fera un grand pas pour demain. Bon, merci. Merci à vous toutes et à vous tous.